OVNI, phénomènes inexpliqués, témoignages, lumières étranges ou observations, zone parallèle, un lien avec l'inconnu. Visitez notre site web à l'adresse www.zoneparallèle.com. Voici Carole Lauzé. Bon samedi à vous tous et toutes et bienvenue dans la zone parallèle. Comme prévu, nous avons en studio Jean Cazot et Steve Zuniga à la co-animation. Bonjour Steve. Bon matin, comment ça va? Ça va bien toi-même? Oui. Bien, grosse semaine? Oui. Jean Cazot? Toujours grosse semaine, surtout avec un bon soleil aujourd'hui. Là. Ouais. Ça va bien, puis on est tous à 2 mètres de distance l'un des autres. Ah oui, plus que ça, je pense. Il est très loin. On se parle t'es avec loin des de ton profil puis de ton micro, toi. OK, oui. J'ose pas. Va, ose. Voilà. Mon Dieu, Jean Cazot, bonjour. Salut. Ça va bien? Oui. Belle semaine aussi. Pardon? Belle semaine, toi aussi. Ben là, c'est parce que j'ai un hernie discale. Ben oui, j'ai vu ça. Ça gâche le plaisir, ça. Oui, carrément. Ah, c'est fatigant, ça. Ouais, en tout cas, c'est l'âge, hein. Carrément, sinon non, c'est dur. Je marche avec une canne. C'est pas moi, ça. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, hein. Tu fais quasiment pitié. J'avais quasiment envie de te prendre en dessous de mes bras. En dessous de tes bras, pour ça. Tu sais, comme... Non, c'est... Non, mais je suis pas mieux que toi. Fatigant. Mais à part ça, tout est beau. J'ai notre site... comme tu sais, Facebook, moi, là, à un moment donné, là, sign out, ça sera pas trop long, là. Ça va juste servir de plateforme de promotion. Juste ça. Plus de texte, plus d'articles, plus rien. Je vais juste indiquer là, qu'il y a telle affaire qui s'en vient, telle autre. Mais fondamentalement, ça va être un nouveau site. Et là, c'est ma femme qui est en train de le monter. Et c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup d'ouvrages, parce que oui. Un site, c'est pas une page Facebook, là, c'est plus compliqué encore. Oui. Alors, faut que tu fasses le Facebook qui est derrière aussi. Ça, le Facebook, il est fait, là, mais je veux dire, ça va, mais c'est le site, c'est plus compliqué, parce que là, on veut 2 blogs dessus. C'est-à-dire que quelqu'un... Là, je présume, parce que j'ai pas tout compris ce qu'elle a dit, là, mais en fait, ce qui arriverait, c'est que, mettons, j'écris un article de fond. Ouais. Alors là, les gens peuvent réagir directement à l'article, comme dans Facebook. C'est la même chose. Mm-hmm. Mais j'aurais aussi un blog qu'on peut appeler un forum du jour, si tu veux, tu sais, comme l'actualité. Mettons, si je fais un article sur, je sais pas, moi, une affaire... un cas, un dossier quelconque, les gens réagissent à ça, mais si pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses, dans n'importe quel domaine, puis que j'ai envie d'en jaser aussi, à ce moment-là, j'aurais un autre blog. Un blog du jour, qu'on pourrait appeler, d'actualité du jour, alors que ça touche la COVID ou pas, que ça touche... les divergents. Un événement important, qui nous touche tous. Ben là, si j'ai envie d'en discuter, je vais pouvoir le faire. Les gens n'auront pas besoin de changer de site ou de page. Et là, ben, ça ne serait pas un article, ça serait juste comme on dit, un tweet, si on peut dire, un 140 mots, pas plus. Puis là, les gens embarquent, puis ils en discutent. C'est un exutoire. Sans censure. Ça, c'est l'autre point. Ce qui ne veut pas dire que je vais déborder puis commencer à me mettre à sacrer là-dessus comme un chartier puis à dire des conneries. Puis c'est pas ça. Mais je n'aime pas qu'on me dise quoi faire. J'ai fait 45 ans de radio, puis on m'a jamais dit quoi faire. Jamais. Alors, j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire en ondes, en me servant de ma jugeote, de mon jugement. Et des fois, je suis en l'encours pour le défendre. Non, mais c'est comme ça. C'est une société de droit. Hein? Alors, maintenant, là, au moins, j'aurais pas une organisation que je connais pas, qui vient de je sais pas où, puis qui décide que cet article-là, c'est pas bon. Hey, là, wow, minute.
Tu sais, là, il y a des maudites limites. La liberté d'expression, elle est enchâssée dans 2 chartes. On vit dans un pays libre, on l'a toujours été. On ne commencera pas à jouer ça, là. Alors moi, là, je dois flusher ça, ces affaires-là, pour devenir plus indépendant dans ce que j'ai à dire et ce que j'ai à faire. Mais je ne veux pas dire par là que moi l'incitation à la violence, à la haine, au racisme, au sexisme, je ne tolère pas ça. J'ai besoin de personne de ça. Non, me le dire. Non, c'est vrai. Mais je ne tolère pas ça. Il y a des posts que les gens m'envoient, puis quand ça commence à devenir là, haineux, puis on devrait leur couper la tête. Non. Je m'auto-censure. Sans problème. Bien, il y a aussi que le fait que qui peut te bloquer ou te foutre comme étant fake news? Comme on voit partout, vérité. Ben là, c'est rendu que chaque fois que tu dis quelque chose contre le gouvernement, de 2 choses l'une. Soit que c'est une fake news ou tu es un complotiste. Alors ça, je peux plus endurer ça. Je peux plus endurer ça. C'est devenu ridicule. Ça n'a pas de sens. Faut dire aussi qu'il y a des gens qui encouragent ça. Parce que c'est ça le problème. Des vrais complotistes puis des vrais fake news, c'est ça le problème. Il y en a. Tu sais. Puis ça s'en vient sur mon site, sur ma page. Alors, moi, je la fais, la censure. Mais ça aide pas, ça. Parce que quand tu essaies d'être rigoureux dans ce que tu fais, quand tu essaies d'amener un point puis d'avoir des preuves, des arguments ou de sérieux bons indices, ben ça, c'est correct. Mais il y en a qui te lancent n'importe quoi. Puis, je vais te donner un exemple. Je ne sais pas combien de fois j'enlève ça. Ah, François Legault, il possédait des compagnies pharmaceutiques. C'est pas le même. C'est un autre François Legault. Ah ouais? Ben oui, je l'ai fait la recherche, moi. C'est ça. J'ai fait la recherche. C'est ça que je fais, moi, que les autres font pas. Je suis allé vérifier ça, puis effectivement, il y a un individu qui s'appelle François Legault, qui a été président, directeur général d'une grosse entreprise de pharmaceutique, puis c'est ci, puis c'est ça. C'est pas le même. Eh bien, tu me l'apprends. Tu me l'apprends parce que... Oui, mais c'est fatigant. Oui, j'étais sûre, moi, que c'était... Ça m'a pris 5 minutes, Carole. 5 minutes pour faire la vérification. Alors, puis le monde lance ça. Tu sais, je veux dire, le journalisme, là, ça s'apprend. Puis c'est une profession, c'est une carrière, c'est pas un hobby. Puis les gens, avec Facebook, les gens se prennent tous pour des journalistes, puis des experts, puis ainsi de suite. Puis ça m'envoie des affaires, puis « Hey, il faut que vous écoutiez ça, le monde va chavirer. » C'est de la merde, ça, ce que tu m'envoies là, c'est pas vrai. Tu sais, je fais mes recherches, bon Dieu. Je mets jamais rien que j'ai pas checké avant. Mais ça date pas de la COVID. Ça a toujours été. Bien, parce que tu as tout le temps été journaliste. Donc, oui, tu as toujours fait des recherches. J'ai toujours été journaliste. Une fois, j'étais à Télé 4. Ça fait longtemps de ça. Là. J'avais 19 ans, je pense. Puis un type, j'étais aux nouvelles. Là, il y a un type qui appelle, il dit « Ouais, un tel, là, il y a des skidoo volés dans son garage. » Oh, wow, bonne nouvelle. Là j'écris la nouvelle, j'envoie ça en ondes. Oh, mon Dieu! On s'est ramassé avec une poursuite C'était pas vrai. C'était pas vrai. Ouais, c'était une invention. Un voisin qui n'aimait pas l'autre, puis il a lancé... Moi, le cave, je suis allé mettre ça en ondes. J'ai failli perdre ma job. Je passais un cheveu. Je me rappelle Louis Langlois, qui était le patron, et il me fait venir dans son bureau, puis il dit, regarde ce que tu viens de faire. Là. Ta. Tu me refais ça une fois, puis c'est dehors. T'apprends vite. Je vais te dire, là, t'apprends vite. Alors, à chaque fois qu'on m'envoyait un chose, je disais, OK, je prenais mes notes, tout ça. Et là, je faisais mon travail de journaliste, je vérifiais moi-même. Est-ce qu'il y a beaucoup de journalistes, justement, qui ne faisaient pas dans le temps? Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont fait pogner comme tu t'es fait prendre toi-même. Il y a même un journaliste canadien, me semble, il avait fait le gag de rapporter des mauvaises informations, puis ça avait fait les gros titres. Là, ça fait quelques années. Me semble que c'est de l'époque du FLQ. Il y a des tatas, il y en a dans tous les milieux. Mais lui, à un moment donné, il a révélé là, que toutes les informations qu'il donnait, c'était de la frime. Puis lui, il voulait démontrer un point assez spécifique, démontrer justement que les médias... Mais les masses médias faisaient pas nécessairement leur travail puis qu'ils étaient capables de faire passer des fausses informations. J'en ai une bonne, moi, pour toi. L'affaire SoCal,
S-O-K-A-L. Je m'en suis servi en ufologie, ça, à plusieurs reprises. Sokal, c'est un homme de science, un vrai physicien. Il a écrit un article d'à peu près 4 pages qu'il a envoyé dans une revue scientifique très sérieuse, qu'il a publié avec des commentaires élogieux sur l'article, puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Sokal voulait faire la preuve que même les hommes de science, souvent, n'ont pas de tête, vérifient rien, puis prennent tout pour du cash, en autant que ça vient d'eux autres. Comprends-tu? Mm-hmm. L'article était ridicule. Il avait pris des termes de psychanalyse, de psychiatrie, puis de ci, puis de ça, qu'il a appliqué à des découvertes scientifiques sur les particules élémentaires. Comprends-tu? Oui. Ça n'a pas de sens. C'est ridicule. Je veux dire, une particule élémentaire fait pas de dépression. Alors, c'est absurde. Il n'y a rien qui se tient dans cet article-là. Sauf que le jargon est très savant, très étudié, des mots, l'herméneutique, puis c'est ci, puis c'est ça, puis elle va être donc, tu lis ça, puis tu dis, wow, moi, je l'ai lu, j'ai rien compris. Dis-moi 5 piastres. J'ai pas fait, oh wow, j'ai rien compris. Mais les hommes de science, eux, auraient dû dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette affaire-là, incluant le rédacteur en chef de la revue en question. Alors, ça a fait scandale dans les milieux scientifiques. Monsieur Joe, tout le monde l'a probablement jamais su, puis il s'en fout. Sauf que ça a démontré une grosse faiblesse de la communauté scientifique, que si on était assez niaiseux de lire ça, puis d'en tirer des conclusions en disant « Oh, bravo, c'est merveilleux », c'est qu'ils sont pleins de schnottes, parce qu'eux autres non plus ne peuvent pas avoir compris, c'est impossible. Tu n'appliques pas des termes de la psychanalyse et de la psychiatrie à des particules élémentaires. Ça fait pas de sens. C'est comme un plombier qui parlerait de clous, puis de marteau, puis de madrier, puis ainsi de suite. Voyons, c'est un menuisier, ça. Mais il écrit, tu comprends-tu? Mm-hmm. Même principe. Alors, le Sokal, tu fais ça, tu regardes ça, S-O-K-A-L. Tu iras voir ça, et là, c'est là que tu vas te rendre compte, parce que ça a fait tout un drame, et tu liras l'article, puis tu ne le comprendras pas, mais personne ne peut le comprendre parce que ça ne fait aucun sens. Alors, il a marqué des points, ce gars-là. Moi, je m'en suis servi à pu finir de ça, parce que la communauté scientifique, moi, je la vois comme un petit mononcle qui roule à 35 km/h sur une autoroute. Mais ça, c'est une chose. Mais il t'empêche de le dépasser. Oui. Si tu le dépasses, tu es un hérétique, tu es un fou, tu es un malade. La science dit, vous allez vous rendre là où je suis rendu. Ouais. Si c'est pas découvert, ça n'existe pas. Parce que, regarde, il y en a beaucoup qui se prennent pour Dieu là-dedans. Là. Ah, ben oui, mais c'est une religion. La science, c'est une forme de religion. Tu viens de mettre le doigt exactement sur la situation présente. Tu sais, les gens qui s'ostinent, qui se traitent de complotistes et compagnie, parce que la personne, tu sais, la personne que tu es en train d'affronter, elle l'a pas vu, ben ça n'existe pas. C'est ça. Si toi tu l'as vu, c'est pas grave, là, mais il faut que lui l'ait vu pour que ça puisse fitter dans son... On voit ça en ufologie. C'est partout. Ouais, moi le croire quand moi le voir. Ouais. Ben oui. Et ça, c'est des ignorants. C'est une autre affaire. L'ignorance, ça se pardonne. Mais quand tu es censé être un homme de science, puis que tu as des raisonnements comme ça, même s'ils sont exprimés de façon plus articulée, il en demeure pas moins que c'est des innocents pareils. Il y en a des innocents, là. Il y en a partout. Il y en a même qui deviennent présidents. Fait que, tu sais, OK. Je vais prendre quelques instants. Je viens de mettre sur la page Facebook de Zone Parallèle le lien pour l'affaire Sokal. Et en même temps, j'en profite pour les gens qui ont des questions pour Jean Cazot. Vous pouvez nous envoyer vos messages par texto au 581-500-1196 ou sinon un simple commentaire sur la page de Facebook de Zone Parallèle, juste en dessous de la publication de l'émission d'aujourd'hui. Justement, on a des salutations à notre invité de ce jour par, justement, texto et à nous deux en même temps. Bonjour, je vous salue tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Au début de l'émission, d'habitude, on fait écouter les chroniques de l'OVNI Show. On va le faire à la fin cette fois-ci. Exactement. Parce que, justement, on va faire différent.
on va profiter de notre invité en studio. Fait que je profite de toi. Va abuser de moi. C'est pas pour rien qu'on s'appelle Zone Parallèle, tu sais. Hein? On va abuser de moi. Oui. Et ça va me faire plaisir. En tout cas, je te regarde, t'as l'air bien heureux de ça aussi. Non, mais tu regardes. mais à la blague, on va voir aussi Gilles Thomas qui va s'adjoindre à nous vers la fin de l'émission aussi. Donc, on va vraiment se laisser aller pour le début de l'émission. Puis, sans censure, tout ce que tu as à dire, dis-le. Pas de trouble. Mais envoie-moi pas chier. Si c'était dans ma tête, je serais pas ici. Ma tante Suzanne, elle va te chicaner. Suzanne. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Elle m'a dit de prendre soin de toi. Ouais. Non, je reçois un post, elle dit prends soin de ma nièce. Fais-y pas mal. Là, j'ai dit à Hélène, ma femme, j'ai dit écoute, connais-tu ça, toi, Suzanne, je sais pas quoi, tu sais, elle dit non. C'est la nièce de qui? Là, en tout cas, là, ça. T'avais pas allumé. Ben, c'est parce que il n'était pas question de toi dans l'article, tu sais. Non, je comprenais pas le lien, là. Oui, je comprends. Ben, je la salue en passant parce que je sais qu'elle nous écoute, puis elle te suit, elle t'adore d'ailleurs. Bon. Comme la plupart des gens qui te suivent, tout le monde t'aime, c'est pas compliqué. Mais c'est ça. Pas sûr. La plupart. Ouais. On s'entend. Ben, c'est parce que t'as pas la langue dans ta poche. Non, je l'ai jamais eu. C'est ça. Je l'ai jamais eu. Direct en partant, des fois, les gens peuvent se sentir blessés, choqués. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est parce que moi, je suis un partisan. En fait, c'est une tradition amérindienne. Même si j'ai pas de lien avec les Amérindiens. J'en ai avec les Métis. Hein? Savais-tu que dans mes ancêtres, en arrière, là, j'ai Louis Riel. Hein? Oui. Ouais, en tout cas, mais peut-être pour ça que je suis brun à longueur d'année. Mais, non, mais tu as des airs amérindiens, par exemple. Ben, il y en a qui disent ça, mais je veux dire, c'est loin. C'est assez loin. C'est pour ça que je t'ai demandé, dans les premières fois que je t'ai rencontré, c'est pour ça que je t'avais demandé, as-tu des ancêtres amérindiens? Parce que tu as des traits. Tu vois, moi, j'en ai pas en tout, à part peut-être les babines puis le nez, qui est un petit peu. Mais sinon. J'ai les plumes aussi. J'ai les plumes, mais ils sont j'ai pas. J'ai le teint. J'ai définitivement le teint brun, parce que, je veux dire, à longueur d'année, ça paraît ça paraît quand je prends ma douche. C'est du blanc puis du brun. Ben, tu vois, moi, j'en ai des origines amérindiennes, puis j'en suis fière de le dire. Moi, c'est du côté des deux. Dans le fond, du côté de mon père, c'était des Hurons. Il faut que ce soit très marqué pour que ça affecte l'ossature, puis les yeux, puis tout ça, parce que c'est pas évident, là. Tu sais, je veux dire, 4e, 5e génération, il y a un lien. Comme beaucoup de Québécois, parce que, je veux dire, écoute, les Français sont arrivés en Nouvelle-France, puis je veux dire, tu penses-tu que les petites Indiennes, ils les trouvaient pas cute à un moment donné, là? Fait que, tu sais, il y en a eu, là, du brasse camarade. Mais, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est que, et ça, en tout cas, ça n'a pas à faire avec l'émission, mais à un moment donné, les Amérindiens, quand tu fais des recherches assez poussées, tu te rends compte que ce sont... c'est le type mongoloïde, mongoloïde, caucasoïde, puis négroïde. C'est ça, les 3 marqueurs génétiques fondateurs de la race humaine, c'est ces 3-là. Et mongoloïde dans le sens jaune, asiatique, négroïde, africain, puis caucasoïde, du Caucase, finalement, les Blancs. T'sais. Mais là, on sait bien que c'est pas tranché comme ça, parce que depuis 35 000 ans, ça s'est mélangé, tout ce monde-là. Mais reste que les Amérindiens sont mongoloïdes, c'est-à-dire ce sont les Asiatiques qui, de la Mongolie, plus particulièrement, et aussi de la Chine, mais surtout de la Mongolie, les Mongols étant un peuple beaucoup plus conquérant, on se rappellera de Gengis Khan, puis ainsi de suite, beaucoup plus conquérant, beaucoup plus agressif. Les Chinois l'étaient en empêchant tout le monde de rentrer, mais les Chinois n'ont jamais conquis un seul pays. Jamais. Certains vont dire le Tibet, mais la Chine dit que ça a toujours fait partie de la Chine, le Tibet. Alors, pour eux autres, c'est pas une conquête, c'est comme si c'était à nous autres, ça. Bref, ils ont traversé l'isthme de Bering il y a environ 85 000 ans.
ont traversé, ils se sont rendus. J'entends plus rien, c'est-tu normal? Ah, OK, c'est correct, c'est mes écouteurs qui niaisent. Et là, je prends un moins enlevé, j'entends rien. Bon. Ah oui, là, je m'entends bien mieux demain. Bref, ils ont traversé l'isthme de Bering. Ils sont installés au nord. Il y en a qui sont restés là, qui sont devenus les Inuits, les Esquimaux, qu'on appelle. Oui. Puis regarde un Esquimau comme faux, là. Puis un Chinois du même âge. Les hybridés, semblables. C'est pareil. L'isthme de Bering s'est effondré. Ce qui fait qu'ils n'ont pas pu... Ils étaient prisonniers, finalement, de l'Amérique, parce qu'ils étaient... Le continent asiatique, c'était fini. Ils ne pouvaient plus retourner. Et là, il y en a d'autres qui n'ont pas aimé ça. Ils trouvaient ça fret. Ils sont descendus. Sont devenus les Amérindiens qu'on a ici au Canada. Puis après ça, ils ont continué de descendre. Sont devenus les Amérindiens qu'on connaît aux États-Unis, qui sont légèrement différents des nôtres, en passant. Puis parce que plus tu descends, moins il y a de traits asiatiques. Tu regardes un Cherokee, puis tu regardes un Huron ou peut-être un Cri, ou c'est pas la même chose. Hein? Non, effectivement. Totalement différent. Ouais. Puis plus tu descends en Amérique du Sud, là, tu as presque perdu tous les traits asiatiques qu'il y avait. Ils sont descendus et se sont rendus jusqu'au Chili, jusqu'en Argentine, et ont peuplé ces pays-là, que par la suite, les Espagnols et les Portugais, et plus tard, chez nous, les Français et les Anglais ont conquis. Puis là, il y a eu des mélanges de races. Mais fondamentalement, les Amérindiens sont d'anciens du peuple mongol. C'est nos ancêtres aussi pour beaucoup de monde. Ils sont là. On a presque tous dans notre ADN des traces. Parce que on vient de... Si on recule en arrière, là, je veux dire... À un moment donné, il y a eu du sang mêlé. Ils disent qu'actuellement, ça j'avais fait ça dans mon livre, ici, il était une fois des humains, des extraterrestres. Et j'ai commencé ce livre-là parce que je suis en train de vous dire, là, pour placer mon propos. Mais quand tu regardes les races actuelles, il n'y a, à toute fin pratique, presque aucune race pure qui n'a pas été mélangée. À part les Angleterres. Selon les recherches que j'ai lues au niveau génétique, toute l'humanité serait issue juste de 6 femmes. 3 marqueurs. Ouais. 3 marqueurs. C'est les mongoloïdes, les négroïdes et les caucasoïdes. Ça, c'est clair. Puis avant ça, c'était le Cro-Magnon, puis avant ça, c'était Mais non, c'est ça. La recherche, elle, est au niveau génétique, elle n'est pas là pour viser, OK, ça vient du côté africain ou ça vient du côté latino-américain. Ça va plus loin en arrière. Ça va beaucoup plus loin. C'est vraiment au niveau génétique là, qu'on serait issu. Au moins, il y en a 6. Oui, il y a la Bible, il y en a rien qu'une. Tu veux dire, c'est autant d'en voir 6 qu'il n'y a rien qu'une, tu sais. Puis elle n'était pas fiable non plus, apparemment. Là, fait que... Mais n'empêche que tout ce que je voulais en venir à ça, justement, les Amérindiens, il n'y avait pas d'Internet, puis de journaux, puis tout ce que tu voudras, puis des affaires à potins. Il n'y avait pas ça dans le temps. Ben non. Donc, ils n'étaient pas... Eux, ces gens-là, s'écoutaient. C'était ça, leur radio, leur télé, leur journal. Tout se passait à l'intérieur d'eux autres. C'est ça. À cette époque-là, faut comprendre aussi que le point de référence que tout le monde respectait et adorait, c'était la nature, l'environnement dans lequel ils vivaient. Ça, c'était le point rassembleur pour à peu près n'importe quelle tribu, n'importe où ce qui se trouve. Le gibier. Puis il avait assez rapidement compris que s'ils partageaient pas, il allait se ramasser dans la merde. Puis ça a quand même entraîné des guerres entre eux autres quand même. Là. Ça, c'était le drame des Amérindiens, c'est qu'ils se sont entretués. Ils n'ont pas attendu qu'on arrive pour faire ça. T'sais. Ils n'ont pas attendu le général Custer là, pour se faire massacrer. T'sais. Ils le faisaient entre eux. T'sais. Il y avait des guerres sanglantes, là, sanguinaires. Surtout aux États-Unis. Entre les Apaches puis les Cherokees. C'est ça. Là, il manque des noms, là, mais je veux dire, c'est épouvantable dans ce temps-là. Ils n'ont pas de leçons à nous donner côté... C'est à travers l'Amérique, c'est à peu près une 60aine de tribus différentes qu'il y avait. Là. C'est à voir dans le film Le Dernier des Mohicans, c'est un peu ça aussi qui font référence. C'est qu'il y a justement c'est une recherche qu'on peut faire assez rapidement, là, de retrouver des cartes. Là, ça a déjà été colligé sur une carte d'Amérique du Nord.
Là, il y en avait en tabarouette. Oui, jusqu'au Mexique. Là, vraiment, toute la partie Amérique du Nord, là, toutes les tribus. Il y a des places où c'était épouvantablement grand, le secteur par une des tribus. Là. Puis si tu voulais la paix, il fallait que tu viennes vers le Canada. Mais déjà, ce qui est étrange... Dans un sens. C'était moins pire ici que là-bas, là, qu'aux États-Unis. Soit un être de paix, tu vivras en paix. Ouais, déjà, ce qui est étrange, c'est que quand tu descends, que tu pars des Inuits et que tu descends jusqu'en bas, en Amérique du Sud, là, tu vois une différence culturelle phénoménale. Où sont les pyramides Inuits? Où sont les pyramides Hurones? Où sont les pyramides je sais pas moi, Apache? Bien dissimulées en dessous de la nature et personne n'en parle et parce qu'il y en a des monuments qui ont été retrouvés, mais ils n'ont pas été déterrés. Ils n'ont pas été nettoyés pour qu'on puisse les voir. On va retrouver des monuments aussi élaborés que Chichen Itza ou Tiahuanaco en Bolivie ou Teotihuacan, j'ai de la misère pour prononcer. Teotihuacan, c'est un affaire de même. Mais ça, c'est une ville, c'est aussi grand que Québec, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Et ça, tu regardes ça, c'est bizarre. Il n'y en a pas chez nous, puis il n'y en a pas aux États-Unis, puis il y en a encore moins dans le Nord. Ça veut dire qu'il y a eu une influence culturelle exacerbée, incroyable, d'une finesse fabuleuse chez les Mayas, les Incas et les Aztèques. Et ça, c'est là, moi, que intervenait dans mon propos le facteur extraterrestre. Mais ça, c'est improuvable, mais il en demeure pas moins que... Encore drôle de comme dire. indice, c'est assez fort. C'est ça. C'est peut-être pas nécessairement improuvable, mais ça l'est. C'est discutable. Ça l'est parce que c'est parce qu'en science, comme je t'ai parlé du petit mononcle qui roule à 35 km, là, dans le fond, c'est correct qu'il fasse ça. Parce que sans ça, nos maisons ne tiendraient pas debout puis nos fusils resteraient à terre. Alors, ça prend de la rigueur. La rigueur scientifique, je suis pas contre. Mais à un moment donné, je veux dire, il faut, comme par exemple, je te donne un exemple, la vie dans l'univers. Est-ce qu'on se doute pas mal tous là qu'il y en a partout? Je pense que bon, la vie intelligente, c'est à peu près la même chose, parce que la vie ne s'arrête pas d'évoluer. Ça ne s'arrête pas, ça, cette affaire-là. Mais pour la science, et que pour la science, la vie, elle est exclusive à la planète Terre. Il n'y en a pas ailleurs. Ça, c'est le raisonnement scientifique. Ouais. C'est la méthode scientifique. Prouvez-nous l'existence de vie, c'est correct. Mais pour le moment, actuellement, je dirais que la découverte la plus troublante, c'est la découverte de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Et ça, c'est pas compliqué. C'est l'atmosphère de Vénus. C'est plus dense que la nôtre, là. Oui, puis c'est pas toi, justement, qui avait partagé quelque chose sur ça, l'atmosphère de Vénus. C'est ça. Tu avais comme tiens dans tes dents. J'avais mis ça dans ma page Facebook. Oui. Mais là, je vais plus loin. Je suis en train d'écrire un article qui va aller sur le site. Je vais beaucoup plus loin, là. Mais la phosphine, c'est un gaz, si tu veux, mais la seule façon de le produire, ce gaz-là, c'est à partir d'éléments organiques. Comme des cadavres, si tu veux. Là. Mettons, tu décomposes des cadavres un peu comme le méthane puis des choses du genre. Il y a des gaz là, qui se dégagent de la décomposition de matière organique, donc vivante, et qui créent de la phosphine. Alors, qu'est-ce que de la phosphine fait dans l'atmosphère? Et c'est là que Carl Sagan, qui est quand même pas le dernier venu, on se souviendra de lui, l'astronome de Harvard, avait dit que selon lui, l'endroit où pourrait y avoir de la vie, c'est dans l'atmosphère de Vénus. Il a dit ça il y a 40 ans. Ouais, oui, puis regarde, ça sort, là. Tu sais, et il disait, je les vois comme des méduses qui flotteraient dans l'espace. Tu sais, des méduses. C'est des cochonneries dans l'eau qui font mal, là. C'est de ça. Il faut que tu pisses dessus pour arrêter de brûler. Non, ça, fais pas ça, c'est un mythe. Ça. Pas vrai, ça. Non, fais pas ça, ça, c'est un mythe. Tu peux t'empoisonner en faisant ça. Tu peux t'infecter grave. C'est du vinaigre qu'il faut que tu mettes.
Ah. On traîne ça de bord dans nos sacoches. Moi, en Floride, là, quand on y va, là, des fois, il y en a, là, c'est fatigant, là, puis surtout des Portugaises qui appellent là, les petites maudites bleues. Là. Alors, non, ça fait. J'ai vu un petit gars danser sur place. Moi, là, il a inventé une danse, là, tellement que la douleur était intolérable. Bon, toujours pour en venir à mon affaire, des méduses qui flotteraient, des méduses volantes, on peut dire, ou gonflées, tu sais, qui voleraient dans... Imagine découvrir ça, tu sais. Mais ça, c'est des suppositions. La preuve formelle et scientifique de vie ailleurs que sur Terre, il n'y en a pas. Alors, toi, tu arrives avec des ovnis. Sacrifice, il t'écoute même pas. Autrement dit, tu veux le dépasser avec ta Mustang, toi, à 130 à l'heure à côté, puis tu le dépasses. Il ne courra pas après toi. Il va te laisser aller. Il va te dire, maudit fou, c'est un hérétique. Il est fou. Il va se planter, mais blablabla. Comme Julie Payette, là, oui. la pas de caractère, là. La reine. Hein? C'est la reine, elle est la représentante de Julie Payette. Et là, c'est une ex-astronaute, ça. Elle avait été très blessante, hein? Oui. Très. À RDI, quand elle avait dit, moi, vous savez, les ovnis, elle dit du monde, là, des fermiers qui se promènent le dimanche soir, là, puis qui voient des affaires, là, du mois sommet. C'est épouvantable de parler comme ça. Elle rit quasiment de ceux qui sont témoins de ça, justement. Pas rien que ça, c'est qu'elle a spécifié la campagne. Tu sais, je veux dire, c'est comme, autrement dit, t'es fermier, t'es cultivateur, t'es un arriéré. T'es un arriéré, puis garde, tu nous peux prend bien pour voir des des affaires fardoches. dans le ciel, tu connais rien. Tu sais. Ouais. Très méprisante. Très, très, très méprisante. Mais ça, c'est une attitude généralisée, ça. Généralisée. Va falloir qu'on aille à la pause parce que je vais avoir des questions pour toi, justement, qu'on a reçues par texto. Puis j'en ai, moi aussi, des questions pour toi. Arrête donc, toi. Ben oui, gardons ça. Oui. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après. De retour en studio, justement, avec Steve Zuniga à la co-animation et Jean qui, donc? Jean Cazot. J'allais dire, je suis en train d'écouter le message d'avertissement avant la reprise. On devrait mettre le même message quand c'est les allocutions à Legault. Ben oui, hein, avertissement. Un petit avertissement. Jean, j'ai ma question. J'aurais une question qui est, dans le fond, tu sais, quand tu as commencé à écrire, toi, je sais que tu as vraiment, comment on dit, tu as sorti depuis 2013 des tonnes de livres. Comme si... 10? Oui. Donc, tu en as sorti des tonnes, mais au total, une vingtaine, 22. 22 en théorie, là, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé? Je te l'ai déjà posé la question, mais je sais qu'on a plusieurs nouveaux auditeurs qui se sont ajoutés. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ça et pour qui tu le fais? Oui, OK. Faut que tu comprennes que moi, il m'est arrivé des choses. Je peux pas embarquer directement là-dessus, là, de même, parce qu'on va partir à 4 heures. Alors, mais je peux juste te dire que dans ma perception personnelle, je n'ai pas le choix de réaliser, et je n'ai pas eu le choix de réaliser que j'étais comme sélectionné, si tu veux. OK. Pour faire ça. Déjà là, en disant ça, je passe pour un maudit malade. Je passe pour un gars qui paranoïe ou ben non, qui a des fantasmes schizophréniques ou ainsi de suite. Et je m'en tape. Parce que c'est ça. Je ne peux pas... J'ai été pendant, je te dirais, de 1966 à 2010... Fait quoi, ça? T'es bon dans les chiffres, toi?
Il a la bouche pleine. De 66 à 2010. Oui, de 66 à 2010. Une quarantaine d'années. Tout près, là. Pendant 40... Agrandi. Arrondi. Pendant 40 ans, je n'ai rien dit de ça à personne. J'en ai jamais parlé. Cette journée-là, j'étais avec un de mes témoins, l'affaire de la 40 Est. Oui. Oui, un homme d'affaires qui s'en venait de Trois-Rivières et puis il parlait avec son client. Pas son client, mais son comptable, je ne sais pas qui. Et il était furieux parce qu'il sortait d'une réunion qu'il l'avait mis, une réunion d'affaires qu'il l'avait mis dans tous ses états. Il voulait arracher la tête de la planète tout entière. Il était furieux. Et là, il a lâché sa conversation au téléphone. Il était au cellulaire, ce qui n'est pas permis. Ça l'était dans le temps. Complot. Et là, il a vu, on se rappelle de ça, il a vu 3 lumières rouges de l'autre bord, la 40 Ouest. Il a vu ça, puis il s'est dit, shit, c'est un avion, il va s'écraser. Parce que ça descendait, puis il sait très bien que l'aéroport n'est pas là, tu sais. Alors, parce qu'il était rendu à la hauteur de Neuville. Il n'y a pas d'aéroport, là. Non, c'est une petite, là, mais c'est pas... Non, mais je veux dire, là, la largeur de ça, c'était immense. Là. C'était pas un petit avion. Un petit avion, c'est une petite niaiserie dans le ciel. Mais ça, c'était gros, ça. Et là, il a même dit ça à son type au téléphone, tu sais. Et finalement, la bebelle s'est transformée. Quand ça a viré de bord, c'est allé se placer au-dessus. Ça a traversé les 2 autoroutes. C'est venu se placer devant lui à peut-être 150 pieds, à peu près à 50 pieds dans les airs. Il dit, Jean, c'est un bungalow dans le ciel. Il dit, prends un bungalow, là, une maison, là, puis sacre-moi ça dans le ciel à 50 pieds, puis il dit, c'est ça que j'ai vu, là. On parle de la taille. Oui, c'est ça. Bon. Puis l'objet, ben, c'est le classique objet lenticulaire avec des protubérances en dessous qui sont lumineux, mais qui n'éclairent pas. Un autre aspect de l'ufologie. Qui aveugle pas, dans le fond. Qu'à moins d'être un spécialiste dans ça, les gens ne savent pas ça, tu sais. En tout cas, dans le temps. Et là, ça l'a marqué, il a été malade, il a fait tout le temps, parce qu'il s'est arrêté, puis il a vu ça direct au-dessus de lui, au-dessus du lampadaire. Et ce cas-là, pour moi, est très important parce que c'est un homme d'affaires, c'est un gars sérieux, c'est un gars en business. Tu ne sauras jamais son nom parce qu'il dit, moi, là, il dit, mes compétiteurs, s'ils savent ça, là, mes compétiteurs vont se garrocher. Bien, c'est ça. C'est ça. Et anecdote, en passant, petite anecdote, je raconte ça en ondes à Choix. J'étais avec je ne sais plus qui. J'avais été invité à une émission à Choix, mais c'est pas le soir, ça, là. Le soir, ça, c'est... Il n'y a personne dans la station. Mais là, c'était le jour. Alors, je sais pas... Ah, je pense que c'était avec le gros, là, qui est rendu, je ne sais pas où, ailleurs. Là. Il était là le midi, là. Ça te dit rien? Ça? Oui, mais c'est le nom. J'ai sa face. Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, ouais, c'est ça. J'ose pas dire un nom en particulier. Oui, mais je ne sais pas. Je me rappelle plus son nom. Mais en tout cas, il est en ondes quelque part, mais il n'y a plus personne qui parle de lui. Et là, alors je finis l'entrevue qui était sur les ovnis, évidemment. Et là, je sors. Et là, arrive un vendeur, un type que je connais. Il dit, tu parles d'un crise de fou, toi? Ah oui, hein? En parlant du témoin, tu sais, de mon témoin. Ah ouais, j'ai dit, tu penses ça, tu trouves ça, ouais? Il dit, ouais. Believe it or not, ce témoin-là est un client de la station. OK? C'est un client. OK. Believe it or not, il est en train d'y parler au téléphone pendant l'entrevue. Colique. Je te jure. Il devait capoter après l'autre. Il l'a jamais su. Il n'a jamais su que c'était le gars de la radio ne l'a jamais su. J'ai dit que je ne donnerais jamais son identité. Mais c'est mon témoin qui me l'a dit. Puis qui l'a entendu dire qu'il est un cri de fou. C'est mal fait la vie des fois. Non, mais c'est là que tu vois. Ça se perd vite un contrat. Ouais. Ça se perd vite un contrat. Ouais. Il est allé annoncer ailleurs. Ben, ça l'a frustré. Ça le met en maudit. Tu sais. Bon. Ce gars-là
a une répulsion du phénomène ovni, des extraterrestres, parce que comme tu vous dis, il les déteste. C'est viscéral. C'est une colère indicible. Il n'y a rien que tu peux y faire. Il est haï. On a eu des conflits, lui et moi, là-dessus, d'ailleurs. Mais finalement, des conflits, pas personnels, mais des conflits de philosophie, si on peut dire. J'invite ce gars-là chez moi et on soupe, ainsi de suite. Puis on parle, évidemment, de son affaire, puis tout ça. Et là, il me regarde et il me dit, t'es-tu déjà arrivé des affaires, toi? T'sais. Et là, je réalise que j'ai devant moi quelqu'un à qui je peux peut-être en parler. Parce qu'avec ce qu'il vient de vivre, lui... Il est placé pour te comprendre. Ben, il est placé pour comprendre, puis il est placé pour ne pas se moquer de moi. Ça me dérange pas qu'on se moque de moi, mais je cours pas après ça, tu sais. Alors, je ferai pas exprès. Surtout si je sais que je suis en face d'un zouf qui ne comprend rien, ni du cul ni de la tête, je n'irai pas commencer à m'embarquer là-dedans. Mais lui, c'est pas un zouf. Au contraire, un gars très intelligent. Très sensible aussi. Puis un excellent homme d'affaires. Très prospère aussi, tu sais. Bon. Il est à ses affaires. Ah, oui. Oh. Et là, il me regarde, puis j'y raconte. Il me regarde les yeux exorbités, puis il dit, tu peux pas garder ça pour toi. Là, non. Ça, là, faut que ça sorte. Il dit, mets pas ton nom, fais comme moi, mais il dit, faut que ça sorte. Mais il me l'a dit d'une façon telle que... Puis là, il me regarde, il dit, il faudrait que tu intitules ça ce dont je n'ai jamais parlé. Ah. Et ça a été le titre du livre, dans lequel j'ai mis ces informations-là. Cherchez pas le livre, il est épuisé. En bibliothèque, mais bon. Dans ça, je raconte. Je le raconte d'une autre façon que je suis en train de le faire pour un autre livre, mais ça fait rien, parce que je le raconte comme un enquêteur. Dans ce que je suis en train de faire, je le raconte comme un expérienceur, avec les émotions qui vont avec. À cœur ouvert, si tu veux. Tu sais. Ces trois expériences-là, parce qu'il y en a eu trois, ont été pour me donner, ouvrir un canal dans mon cerveau, si tu veux, là, un réservoir dans lequel toutes les connaissances dont j'aurais besoin allaient être placées là et accessibles en tout temps. Et comment ça s'appelle ça? Des pitons comme ça, là. Ça, là, un jack, là. Oui, un jack, un quart. Alors, c'était un peu comme s'il m'avait installé des jacks aussi. Que si j'ai besoin de savoir quelque chose, de me plugger dans ça, avec ça, puis que ça viendrait. Le résultat de ça, Carole, c'est que j'avais 16 ans quand on m'a installé ça. Comment, regarde, c'est long un peu à raconter, là, mais c'est bon. En une nuit, en 3 heures, on m'a mis quelque chose sur la tête. J'en étais conscient, j'étais réveillé, je revenais des toilettes. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Puis pour moi, ça a duré 6 minutes, mais si je dis là, 30 secondes, 45 secondes, pas plus. Mais ça a duré 3 heures, parce que quand ça est fini, il était 6 heures du matin. Puis moi, j'étais allé aux toilettes à 3 heures. J'avais un cadran gros comme une citrouille dans mon tu sais, les maudits gros cadrans dans ces années-là, là, c'était tulette. Mais quand tu rentrais dans ta chambre, juste le bleu du cadran, là, ça éclairait toute la pièce. Alors, je sais à quelle heure je suis allé, puis je sais à quelle heure je suis sorti de cette espèce d'affaire-là. Et à l'époque, moi, j'étais ce qu'on peut appeler un cancre absolu. C'est-à-dire pourri à l'école, puis je t'ai tout dit ça la semaine passée. Je ne veux pas me répéter. Mais j'étais pourri là, dans tout, là, dans tout. Sauf en français, ça c'était bon. Puis en histoire. Ça, j'aimais ça aussi. Mais le reste, là, la science, la physique, la chimie, oublie ça. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai fondé une organisation, j'ai donné des conférences, j'étais à la télévision, à la radio,
dans les journaux pour les ovnis. Un sujet sur lequel je ne connaissais, comme on dit en hébreu, fuck all. Tu sais? That's it. C'est de l'araméen, ça. C'est de l'araméen. Tu as tout à fait raison. Je suis content que tu me corriges. Alors, j'ai donc commencé ma carrière en 2 semaines. Tout le monde t'apprenait. Et j'écrivais à Robert Charroux, Aimé Michel, Jimmy Guyeux, tout ce monde-là, j'écrivais, parce que c'était des lettres. Il n'y a pas de courriel en 66, 67. Là. Ces gens-là me répondaient. Et on avait des conversations à coup des lettres de 10-15 pages. Là. On échangeait entre professionnels. Ils ne savaient même pas que j'avais 17 ans, là, eux autres. Là. Et quand j'avais besoin, ça c'est important, ça, ce que je veux dire là. Quand j'avais besoin, comme par exemple, Benito Rena, qui était un astronome en Argentine, m'écrivait. On échangeait. On avait une relation épistolaire. Et là, il m'expliquait des choses, des phénomènes astronomiques, puis ainsi de suite. Je prenais mon jack dans ma tête, puis je le pluguais dans la fiche astronomie. Ça rentre, aucun problème. Je comprenais parfaitement ce dont il parlait. Parfaitement. Je déplugue. Si j'arrive à l'école, puis qu'on parle d'astronomie, mais que c'est pas relié à l'ufologie, j'ai pas de jack. Je comprends pas encore ce qu'ils disent. De l'araméen, évidemment. Effectivement. Oui. Ça, c'est pas normal. Parce que si tu te fais gonfler le cerveau pour être une espèce de génie, t'es génie dans tout. Je veux dire, pas dans tout, mais si t'es capable de comprendre des concepts quantiques, de mécanique quantique, t'es capable de comprendre la mécanique quantique en dehors de l'ufologie. Ben, pas moi. Puis encore aujourd'hui. Mais ça, je te dirais, ça dépend de l'interlocuteur. Parce que moi, j'ai cet effet-là aussi, mais j'ai l'impression de me connecter sur les connaissances de la personne qui est en train de me parler. Donc, quand elle communique avec moi, je fais pas juste entendre des paroles ou je vois les idées, les interprétations, je vois qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Là, j'ai l'impression de le vivre à l'intérieur de moi. Oui, mais toi, ça marche avec tout le monde. Oui, exact. Mais pas moi. C'est ça la différence. C'est que tu aurais une émission sur la physique, la chimie, je l'écouterai pas, ça m'intéresse pas. Mais s'il y a un lien entre ce qu'ils disent, ces gens-là, qui peut m'aider à, je sais pas, exploiter un aspect qui pourrait avoir un lien quelconque avec l'ufologie ou enfin mon domaine, comme par exemple, lorsque j'ai entendu Michio Kaku, professeur de physique, parler des différentes dimensions dans la théorie des supercordes, et que là, il a utilisé un mot qui m'a fait dire, c'est bizarre, parce que en physique, on dit changer de dimension, puis en métaphysique, on dit la même chose, changer de dimension. Alors là, quand j'ai vu qu'il y avait un lien entre la métaphysique et la physique, là, dans cette minute-là, tout ce qui a trait à la mécanique quantique, à la théorie des supercordes et à ça, je l'ai compris. Je le comprenais. Je prends une pause, on parle de ça dans un autre domaine. What the fuck are you talking? Je comprends rien. Et ça, j'ai 70 ans, puis c'est encore comme ça. Je ne performe que dans ce domaine-là. J'ai développé des compétences avec le temps, parce qu'à la radio, c'est évident que quand tu fais j'ai fait 15 000 entrevues, je l'avais-tu dit, j'avais calculé ça. Non. 15 000 entrevues dans toute ma carrière. 15 000. C'est rien que ça, je faisais des entrevues. J'en faisais. Il y a des 2 minutes là-dessus, mais il y a des une demi-heure, 1 heure aussi. Bref, j'en ai fait. Alors, j'en ai rencontré du monde dans tous les domaines. Tu finis aussi par développer une capacité de réflexion. Puis, je vous dit, je ne suis pas un innocent. Tu sais? Mais là où je vais me vanter, là où je brille, c'est en métaphysique et en ufologie. Mais je ne pourrais pas devenir professeur titulaire
de physique ou de chimie au secondaire. Là. Oublie ça. Là. Oublie ça. Il n'y a rien qui va venir. Rien, zéro. D'une façon ou d'une autre, tu vas plus les attirer en parlant d'ufologie que de parler de... Oui, non, mais je veux dire, s'il faut que je suive le cursus du ministère, là, ça ne marchera pas, là. Je ne serai pas capable de le suivre. Ça ne marchera pas. Parce que c'est relié, pas nécessairement à ton train de recherche, comment je peux dire? Comme tu as dit tantôt, il y a des choses le terme est utilisé pour deux choses, mais que tu le comprends dans un. Je le comprends uniquement dans un contexte précis. C'est ça. Si c'est utile à la rédaction d'un livre ou d'un article qui porte sur l'ufologie, l'aspect spirituel de l'ufologie ou l'aspect physique de l'ufologie ou la métaphysique, ça va. Je suis un champion. Mais si je devais rédiger un article, si quelqu'un me demandait de rédiger un article sur, je sais pas, moi, je suis même pas foutu de trouver une thématique, là, mais n'importe quoi, mais qui touche pas ces sujets-là, je vais être obligé de faire comme tout le monde, je vais être obligé d'étudier. L'ufologie puis la métaphysique, je ne l'ai jamais étudié. Je me souviens d'une conférence, j'avais 18 ans, je me souviens d'une conférence, j'avais quoi, 250, 300 personnes dans la salle. Puis à un moment donné, je me répète de la semaine passée, mais j'ai fait un Grégory Charles de moi. Je leur ai dit, posez-moi n'importe quelle question. N'importe quelle. N'importe quelle. Je les ai tenus pendant 1 heure. Il n'y en a pas une seule où j'ai hésité une seconde. J'étais jacké sur un réservoir invisible de connaissances. T'es un gars qui est bien branché, dans le fond. T'es plugué direct à la source. Oui. Bon. On va dire les vraies choses. Ça a été ma première réalisation. Oui, je suis plugué. Pour faire quoi? Je l'ai compris assez vite. Écrire. Écrire, parler, en parler. Diffuser l'information là-dessus, dans tous les aspects possibles de l'ufologie et de la métaphysique. J'ai fait ça. J'ai même passé 4 ans dans un institut de métaphysique comme étudiant puis comme enseignant. Après ça, ça a été le paranormal est venu en même temps. J'ai parti des week-ends faire des choses de hantise là, dans des maisons puis des choses. J'en ai fait ça aussi. Ça m'a tanné plus que d'autres choses. C'était tellement subjectif ce que les autres disaient, là, un courant d'air. On m'a touché, gag. Il y a des courants d'air allument, là. Tu sais, je veux dire, l'exagération, là, je supportais pas ça. Alors, je me suis tanné, je trouvais que ce monde-là n'était pas sérieux. En tout cas, ceux que j'ai fréquentés. Et, bon, c'est ça. Et là arrive l'autre révélation. Pour qui je fais ça? Et ça, c'est récent. C'est ça qui est intéressant. C'est récent. Tu viens de le catcher récemment, c'est ça? J'avais pas besoin de le catcher. Ça n'a pas été un handicap de ne pas le savoir. Ça m'a formé dans différents domaines. Mais la révélation a été très brutale, très clang, comme ça. J'ai compris que je n'écrivais que pour certaines personnes. Moi qui pensais que j'écrivais pour tout le monde. T'es la clé de compréhension de certaines personnes ciblées. Oui. Il est inutile dorénavant que j'essaie de convaincre. Ça, c'est fini. Je me suis battu. Mais c'était un bon entraînement, par exemple. Mais je me bats plus. Sceptiques. Les sceptiques, je n'ai jamais écrit pour eux autres, ils sont trop innocents. Mais les indifférents. Ça, c'est la majorité. C'est le pire mur à franchir qu'il n'y a pas. Parce que ces gens-là ne te regardent pas pour se battre. Parce que quelqu'un qui te regarde pour se battre, tu regardes comment est-ce qu'il t'a manché, puis tu te dis, je l'essaye, puis tu t'essayes, tu t'aperçois que tu peux te planter, good. Tu t'aperçois qui peut te planter, ben là, tu fais plus attention, tu sais. Mais les indifférents sont même pas là.
Je veux dire, il y a des gens que le sujet qu'on discute là, ça leur passe 1000 pieds par-dessus la tête. Penses-tu qu'ils écoutent? Jamais de la vie. Penses-tu qu'ils ont lu un de mes livres? Jamais de la vie. Moi, j'haïs le rap. Tu sais, j'haïs le rap. Bon, oui, je l'avais dit à Guillaume, physique de beau. J'ai dit, ta maudite musique bâtarde, là, dans ta station, je suis pas capable de supporter ça, je te le dis tout de suite. Il est parti à rire, il dit, t'es pas ici pour ça. Écoute, j'haïs ça, j'aime pas ça. Le hip-hop, pas capable. Est-ce que j'en écoute? Ben non. Est-ce que je suis indifférent? Ben oui. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Ça sert à rien de me parler. Ça sert à rien de m'envoyer la vedette internationale de hip-hop m'a changé de canal. Je veux pas l'entendre. Oui, je comprends. Bon, c'est tout. Il m'énerve. Le rap, c'est encore pire. Tu sais, du monde pas capable de parler, il faut que je chante. Je suis pas capable. Bon. Je méprise pas ça, mais j'aime pas ça. Ça t'allume pas. Oh, ça m'éteint. Ça m'éteint. Moi, j'aimais bien la voix. Tu sais, la voix, là, l'affaire TV, là. Oui. J'écoute plus, là, mais en tout cas, à l'époque, j'aimais bien ça. Jusqu'à ce que ce grand gars-là arrive puis qu'il se met à rap et ça. J'ai dit ça, comment ça ne va pas mettre du rap dans ça? Ça prend pas de la voix, ça prend rien, ça, pour faire ça. T'sais. Non, je me suis levé, je suis allé faire d'autres choses. J'aime pas ça. Bon. Mais ça, il y a des gens qui, à l'égard de ce que moi j'écris, ont cette réaction-là sur ça. La même chose. Fait que tu te dis, hey, Cazot qui passe à. Ah, oui, là, c'est tout de malade, là. Ouais, oui. T'sais. Non, mais tu sais, à l'époque où j'allais à Denis Lévesque, là. Oui. Alors, il y a des gens qui me disaient, ouais, c'est quelqu'un qui m'a dit, j'ai écouté 2 minutes, puis je suis parti. Moi, c'est toutes des niaiseries, ça. Bon. Moi, je pensais que j'écrivais pour ces gens-là. Je pensais que j'avais la mission de les allumer, de les amener. Et là, j'ai compris que c'est faux. C'est pas grave que ce soit faux. Mais là, j'ai arrêté. Mais c'est mieux que ça encore. C'est mieux que ça. J'ai compris, et je l'ai compris parce qu'on me l'a dit, j'ai compris que ce que j'écris, non seulement c'est pas pour convaincre, ça s'adresse uniquement aux gens qui ont vécu une expérience. C'est tellement bien dit. Et de là, le pourquoi tu as tant d'amateurs de Jean Cazot qui te suivent. Oui, parce que la plupart ont vécu, ils comprennent. Ils ont tous vécu quelque chose. C'est ça. Il y en a, par contre, qui me suivent. J'ai posé la question, pourquoi est-ce qu'il y en a qui me suivent qui n'ont rien vécu? Il dit, ils ont vécu, mais ils ont oublié. Mais ils le sentent en dedans. Oui. Ils le sentent. Ils lisent, puis ils disent, j'ai rien vécu, mais maudit, pourquoi ça vient me chercher? Pourquoi ce qu'il dit là vient me chercher? Qu'est-ce qui me grab? Tu sais, en hébreu, toujours. Qu'est-ce qui me vient me grab, to grab? Comment je dirais ça en français? J'ai tellement fait d'études en anglais, moi, que ce qui vient nous chercher, ce qui nous attache. Bon, pas pire. J'ai grab. J'ai ramasse. Parce que ce que je dis sonne une cloche. J'ai appelé ça le principe de résonance. J'en ai un qui m'écrit souvent. Il n'arrête pas de me dire la même chose. Comment se fait, je te lis? J'ai rien vécu de ma vie, tout ça, rien, zéro, puis une barre. Mais il dit, maudite merde, ça me fascine. Ben, c'est ça. Pour lui que j'écris. Les mémoires oubliées. Ouais. Puis ceux qui ont vécu. Ils vont te comprendre. Ben, tout de suite. C'est clair. Tout de suite. Mais ils ont besoin. C'est comme une confirmation. Ils ont besoin. Non, c'est pas ça. Ils sont isolés, ces gens-là. Oui. Ils ont essayé d'en parler autour, à leur famille. Ça a fermé tout de suite. Ça s'est réglé vite. Bon, c'est ça. Très d'accord avec ce que tu dis. D'accord, je ne veux pas rien savoir de tout ça. T'es OK, t'es mon père, t'es mon oncle, t'es mon... Mais, regarde, tu riras pas de moi. Je t'en parle plus. C'est fini. Il y en a qui n'ont parlé à Job. Je me souviens, moi, un de mes témoins qui avait... Il dit, je me suis risqué en parlant à un gars à Job. Il dit, ça a duré... Le running gag a duré 3 semaines au bureau. Le gars a vu... Bon. C'est fini, on n'en parle plus. T'sais? Alors là, il y a un phénomène d'isolement, là.
tu as vécu quelque chose de gros, de très gros, puis tu peux plus en parler à personne. Parce que tu vas faire rire de toi. Tu iras pas à Denis Lévesque, c'est lui qui va rire de toi. Puis tout le monde va suivre. Tu peux pas aller là, ils vont rire de toi. Tu peux pas aller à la radio, ils vont rire de toi. Ou ils t'invitent pas, carrément. C'est aussi simple que ça. Tu peux écrire un livre, si tu veux. Il y en a qui l'ont fait. Ça n'a rien changé. Ces gens-là sont seuls, se sentent seuls. Ils ont besoin de sentir qu'ils ne le sont pas. Alors moi, j'écris, puis j'ai dit, regarde, lis ça, là, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas tout seul. Il y en a un autre 10 paquets. C'est que c'est vrai, ça. Puis là, ils lisent ça, puis ils s'aperçoivent que, wow, hey, ça, c'est ça que j'ai vécu, moi. Puis là, je reçois des courriels de 6 pages de remerciements. Tu sais? Alors là, c'est là que ça... Bon. C'est ça aussi le but de notre émission ici. C'est de montrer c'est la même chose. C'est exactement... Pour ça, je viens. Tu sais? Ça te tente-tu de venir plus souvent? Ça me dérange pas. C'est-tu sans faire de contrat, là? Non, ben, au prix que tu payes, oui, tu payes-tu? Non, c'est... Mais il y a autre chose aussi qui est ressorti. De très, très important. Et ça, c'est la plus belle nouvelle que j'ai jamais eue de ma vie. Puis il dit, ceux qui t'écoutent, qui te lisent, écoute-moi bien là, n'ont même pas besoin d'y croire. S'ils lisent une fois, sont faites. La trappe à homard à Parisot. Ils lisent, c'est fait. Il s'agit que leur subconscient s'en imprègne. Exact. Et c'est fait. C'est là à vie. Ça va se transformer avec le temps en rêve, en sortie du corps, d'autres rencontres, et ainsi de suite. Puis le chemin va se faire tranquillement. Et là, ils vont sentir le besoin d'en lire encore un petit peu plus. Puis là, ils reviennent. Oups! Ça s'imprègne encore plus. Tu es en train de faire des appâts, comme à la pêche. Oui. Dans un sort visuel, là, je vois ça. Puis là, je vois aussi que l'heure, on vient de passer. T'as pas besoin... Faut que j'aille à la pause. Ouais. Moses. T'as pas besoin de quoi? J'ai perdu ce que je voulais dire. T'as pas besoin. T'es sûr, là? Oui, vas-y. OK, on va à la pause, mais on revient tout de suite après. De retour en studio avec mon Yoda, Jean Cazot. Ben oui, t'es mon Yoda, parce que c'est vrai que c'est ce que t'écris, moi, ça me parle. Ça a tout le temps été... Je te suivais à Denis Lévesque. Partout ce que tu pouvais passer, je te suivais, j'écoutais ce que tu... J'ai même vu des vieilles vidéos qui datent de... C'est que ce que tu lis et ce que tu entends, c'est le résultat, non pas de mes réflexions, à moi, mais de ce que je reçois. Parce que ça, c'est l'autre affaire qu'il faut que les gens comprennent. Parce que je ne veux surtout pas partir, parce que ça sera pas long que ça va se dire, le mythe du gourou, puis du prophète, puis ces affaires-là, j'aime pas les robes blanches. Fait que tout de suite en partant, ça va bien mal aller. Puis encore moins les sautes qui ont l'air d'un sofa d'Ikea, là. Ça non plus. Bon. Alors... tes expressions. Non, mais tu sais, c'est très réel ce que je te dis là. Excuse, la fourche m'a langué. Aïe. Alors, je vois, Moses. Pas le terme, on m'a plus ça une culotte. Alors, le point, c'est que, bon, à un moment donné, je m'appelais l'allumeur de réverbère, parce que ça m'avait frappé cette image-là du gars qui monte dans l'échelle, il allume le réverbère, puis il redescend, ça fait des images du 19e siècle. Et je trouvais ça beau, c'était romantique comme image.
Et c'est un peu comme ça que je me sentais. Tu allumes des réverbères. J'ai construit pas, j'ai fabrique pas, je mets pas d'huile, rien. Je fais juste les allumer. Mais c'est un peu ça. Sauf que ce que j'ai compris, c'est comment ça rentre. Parce que la première expérience, c'est une espèce d'anneau là, qui est descendu avec des languettes puis tout ça. Mais c'est pas tout ça, là, c'est fini, ça. Je vais te donner un exemple. Le plus bel exemple, c'est qu'en 2010, ça faisait déjà quelques années que j'écrivais plus. J'écrivais, mais pour moi, mais je continuais de vivre ça autant intensément, mais ça sort, il n'y a pas de sortie, d'output. Il y avait de l'input, comme on dit en électronique, c'est ça? Hello? Oui, c'est. Hello? Oui. Un input, output. L'input, c'est quand ça rentre, puis l'output, il faut que ça sorte. Alors, qu'est-ce que ça donne si tu as bien de l'input, si tu n'as pas d'output? Ça va distorsionner à un moment donné. Non, il n'y a rien qui va sortir. Non. C'est ça, ça ne donne rien. Si tu as bien de l'input, mais qu'il n'y a pas d'output, si tu mets pas ton jack dans l'ampli, il n'y a rien qui sort. Non, bon, c'est ça. Alors moi, il fallait que j'aie un output. Mais j'en avais plus depuis un bout, tu sais. Et là, je m'en souviens comme c'était hier, j'étais assis dans ma Lafuma, n'est-ce pas? Une chaise longue qui venait d'inventer. J'avais acheté ça, je sais pas où, une fortune, maudite chaise-là, mais je la trouvais pétée. On était bien là-dedans, fait que j'étais dehors, puis je prenais du soleil, puis j'étais bien. Et à un moment donné, c'était en 2009, ça, je pense. Oui, c'est ça. Et là, à un moment donné, en informatique, tu sais c'est quoi un zip? Oui, okay. Comme un fichier zip. Un fichier zip, dans le fond, c'est un fichier qui est hyper concentré que tu peux pas lire. Ouais. Faut que tu l'ouvres, tu sais. Puis là, bloum, ça sort, tu sais. C'est un peu comme boîte à surprise. Hein? Une boîte de Pandore. Oui, une boîte de Pandore, si tu veux, mais c'est petit. Quand tu reçois ça, zip, c'est tout petit, là. C'est rien qu'un... Mais là, il faut que tu cliques dessus, puis il faut des logiciels qui va l'ouvrir, puis là, tu peux avoir un document de 300 pages là-dedans, là, tu sais. Bon. Alors, je pense qu'il y en a de moins en moins de ça. Je rêve-tu? Pas vraiment. C'est qu'il y a plusieurs autres formats qui existent, que le zip, il y a le point rare. Puis aujourd'hui, tout se fait directement par le web. On va envoyer 3-4 fichiers, puis ça va être le système automatiquement qui va le compresser. Puis on le fait plus aujourd'hui manuellement. On le fait plus. Bon, c'est ça, justement. Alors moi, j'avais comparé ça, ce qui m'arrivait à du zip. C'est-à-dire, je recevais quelque chose, t'es étendu dans ta chaise longue, là. Ouais. Puis à un moment donné, ça rentre, c'est des concepts. C'est un concept. Un concept, c'est pas un texte, c'est pas des mots. Un concept, c'est j'ai toujours eu de la misère à expliquer. C'est comme un mode d'emploi pour lire quelque chose ou comprendre quelque chose. Un mode d'emploi, tu le lis. Un concept, tu le sens. Tu le ressens. C'est parce que tu le sais en dedans de toi. Tu ressens une idée. Ouais. C'est bizarre à dire, mais c'est ça. Tu la vibres. Tu ressens une idée. Tu la lis pas, tu l'écoutes pas, tu la ressens. C'est comme une émotion porteuse d'un message. Que tu vibres en dedans. Fait que c'est clair. Alors, il se passe quelque chose, là, puis là, je sais que je viens de recevoir, moi j'appelais ça un paquet zip. Un zip. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut que je l'ouvre. Moi, il faut que j'écrive. C'est ça que ça veut dire. Ça ne sert à rien si je reste assis là dans ma chaise. Non. Il faut que je me lève le cul, puis que je rentre en dedans, puis que j'ouvre l'ordi, sorte le fichier Word, puis j'écris. Alors, cette journée-là, je ne sais pas ce qui est arrivé, boum, je reçois ça, cette affaire-là. J'ouvre l'ordi, puis là, je me dis, bon, regarde, on va sortir ça, une trentaine de pages, je m'envoie la maudite paix après. Fait que là, envoie là, sors 30. Bon, je retourne dehors. Ah, un autre. Bon, c'est quoi ça? Je rentre en dedans. Ah oui, un autre. Ah, ouais. Ça a fait 900 pages en 3 mois. C'est hein? 900. C'est de la révélation, ça? 900. Et c'était du nouveau stock. C'était pas des vieilles affaires du temps de la SRPM ou du temps de... Non, c'est une nouvelle approche, nouvelle vision, nouveau
comment je pourrais dire ça, une nouvelle réalisation de ce qu'est le phénomène OVNI dans ses profondeurs les plus abyssales, comme ça n'a pas de bon sens. Là. Ça allait loin. Là. Ça descendait creux. Là, j'étais en plongée sous-marine, là, grave. Puis ça sortait. Puis j'écrivais. Quand j'ai envoyé ça à Jacques Simard, qui était l'éditeur de Québec Livre dans le temps, il est parti à rire. J'ai pas aimé ça. Il est parti à rire. Bon, il dit là, il dit Jean, il dit écoute, là, il dit, je t'ai demandé de m'envoyer ton livre, pas 8. Tu sais, là, il dit, qu'est-ce que je fasse avec ça? Bon, il dit, regarde bien, sépare-moi ça en 3 livres, je t'envoie 3 contrats. Son nez, certitude et fiction. Il était une fois. Non, ça, c'est l'autre. C'est. Voyons. Masque temporaire entre deux visages, il n'était pas dans ça. Non, les 3 premiers. Et si la Terre n'était qu'un jardin d'enfance, c'est ça? Oui. Puis, ce dont je n'ai jamais parlé. Les 900 pages sont devenues 3 livres. J'ai jamais eu ça de ma vie. Recevoir 3 contrats d'édition par la poste, là, c'est le fun en patins, on va dire. T'sais. Et là, ça a parti, cette affaire-là. Chaque fois, quand je me lève, je vais à mon ordi pour l'ouvrir. S'il n'y a rien, il n'y a rien. Je m'en vais écouter un film, je m'en vais lire, je m'en vais à la piscine, je m'en vais... Sacre bien, il n'y a rien. C'est ce que je te dis. Il n'y a pas de connexion cette fois-là. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de message. Bon, ben c'est tout, tu sais. Je n'ai jamais souffert, s'il y a des écrivains à l'écoute, ils vont être jaloux, je n'ai jamais souffert du syndrome de la page blanche. Jamais. Jamais de ma vie. Quand c'est le temps, je m'installe, puis il sort minimum 20, 25, 30 pages. Ça a fait ça quand j'ai écrit mon livre. Oui. Même écrit, je ne suis pas tout seul, là. Ça s'est bien inventé, moi, là. Je ne suis pas tout seul, là. Non. Pas ça que je suis en train de dire, là. Mais j'en ai fait un maudit paquet. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. Je vais arriver tout à l'heure chez moi, je vais m'installer devant l'ordi et ça va me prendre un quart de seconde à savoir si je sors de quoi ou si je m'en vais dans le salon puis j'écoute Netflix. C'est sûr que ça va te prendre un logiciel, toi, ou Illico. Qui enregistre ta voix, mais qui l'écrit automatique. Non, j'en veux pas de ça. Ça ne marchera jamais. Ah non? Non. Faut que ça soit écrit? Faut que ça soit écrit. Ah, ça, c'est très clair. Faut que ça soit écrit. Ça, c'est définitif. En conférence, j'ai plus de difficultés. C'est comme faire de la magie. Tu peux pas changer de baguette magique. Non. Ça donnera pas le même résultat. Non. C'est un fait. En conférence, je suis je donne 25% de ce que je suis capable de faire. Pas plus. Ça, c'est pas pareil. Elle sort pas. Faudrait que je l'apprenne par cœur. Oublie ça. Je suis sorti des francs-maçons juste à cause de ça. Il fallait tout apprendre par cœur, là, un maudit rituel. T'étais là-dedans? Ben oui. Oh, mon Dieu! Oh, quelle horreur! Oh! L'infâme individu! Oh! Ça y est, c'est un complotiste. Les francs-maçons, c'est un club social qui vient d'Europe. C'est pour ça qu'on comprend fuck all ici de ce que c'est. C'est plus simple que ça. Calmez-vous. Bon Dieu. Bon. On faisait des journées spaghetti. Quel mystique qu'il y a derrière ça, ma fille. C'est incroyable. Fantastique. Il n'y avait pas une chèvre cachée à quelque part pour les... Ah, ben oui, qu'on égorgeait, on buvait le sang. Ben oui. Sure. Ben oui. Si t'avais vu les gros épais qu'il y avait là-dedans, toi. Oh, God. Bon. Mais par contre, on n'a pas... Ça coûtait 500$ en plus. Alors, ça explique aussi bien des choses. C'est ça. C'est ça. Ramasse ton cash. Ouais, ramasse ton cash puis paye. Tu sais. Ben, c'est un club social. C'est correct. J'ai rien contre les clubs sociaux. Mais j'ai fait partie de celui-là, puis à un moment donné, ça a été fini. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des origines intéressantes, mais tout ce qui vient d'Europe a quasiment 2000 ans d'existence. Ici, de 35 ans. On n'a pas d'histoire ici. Fait que je peux pas te dire, va des rétros Satanas en te mettant une croix dans le front, te dire oh. Hey, on va essayer de te... Non, parce que c'est va des rétros Satanas.
Et non pas Satan. Ouais, ça, c'est parce qu'il y en avait rien qu'un dans ma tête. Mais ça, sans... Voyons, vas-tu le dire? Crache-là la question. J'ai l'espèce de message qu'on a eu tantôt. Je te l'ai pas posé encore la question. En tout cas, moi, j'ai répondu à la tienne. Oui. Alors, j'écris uniquement pour les gens qui ont vécu quelque chose, qu'ils s'en souviennent ou pas. Je les fais vibrer. Je leur donne un sentiment d'accompagnement et je leur rappelle qu'ils sont loin d'être seuls. Et ça, je vais le faire jusqu'à ma mort. Et personne ne va m'en empêcher. Et ça, je vais toujours le faire. Bien là, je vais briser le punch parce qu'on a jasé en... Oh, j'ai aucun problème avec ça. On a jasé durant la pause. Puis je vous l'annonce, Jean Cazot va revenir régulièrement à l'émission. Oh, une fois par mois. Vous l'entendez, là? C'est lui-même qui le dit. Je suis très contente. Je dis tout. Parce que, c'est ça. Puis ça va être ton émission avec ce que tu désires mettre dedans. Moi, je vais juste te mettre en onde, puis je vais t'ostiner de temps en temps. Tu me parles, là. Oui, je vais t'ostiner de temps en temps. Oui. Je vais te lancer des poids avec un tir. T'as pas peur à ta vie, toi, hein? Non, pas peur en tout. Non, pas peur de ça. Mais on a une question du public, justement, en texto, qui est la dame, je crois que c'est une dame, je me souviens pas de... elle écoute régulièrement l'émission, d'ailleurs, puis elle demande, c'est quoi comme elle l'a dit, justement, elle avait posé la question la semaine dernière, mais on ne l'a pas posée parce qu'on n'a pas eu le temps. Mais c'est quoi ton expérience la plus terrifiante que tu as vécue dans tout ce que tu as vécu pour côté OVNI, côté peu importe quoi? Ouais, j'utilise une expression, moi, qui s'appelle « vol de nuit ». J'appelle vol de nuit en hommage à Saint-Exupéry, qui est un auteur extraordinaire, qui en vol de nuit a fait la rencontre du Petit Prince. C'est le titre du livre qu'il avait donné, pas du Petit Prince, mais un de ses livres qui s'appelait Vol de nuit. J'ai trouvé ça magnifique. Ce que moi j'appelle une sortie du corps, une sortie extracorporelle, quand la conscience se libère du corps. Scientifiquement parlant, ça n'existe pas. C'est comme la vie dans l'univers, ça n'existe pas. On hallucine, on a un extrait de dopamine qui nous excite le cerveau, puis ainsi de suite. Les gens de science ne pouvant prouver l'existence d'une conscience puis d'un esprit dans le corps, ne pouvant le découvrir, il n'existe pas. N'oublie pas, c'est leur principe. Si on ne l'a pas découvert, ça n'existe pas. Ça, c'est le principe de la science. Moi, je m'en fous s'ils ne l'ont pas découvert. Je l'ai découvert, moi. Mais je ne suis pas un scientifique. Et ma preuve, elle ne vaut que pour moi. Je ne peux pas vous le prouver, ça. Ouais. Alors, c'est tout, mais c'est pour moi. Alors, je le dis, m'en sacre bien, moi, qu'on me croit ou pas. Alors, aucune espèce de maudite importance. Alors, en vol de nuit, je sors du corps et 99% du temps, je ne m'en rends pas compte. Je ne suis pas éveillé quand ça se passe. Tu me suis? Oui. Mais par contre, des fois, je le suis. Je suis réveillé. Je ne suis pas endormi, je suis réveillé. L'insomnie, tu sais, ça veut dire? Ben oui. Ben, c'est ça. Tu es tendu là comme un cave, puis tu regardes le plafond. Puis là, tu zigonnes, puis tu penses à toutes sortes d'affaires. Puis à un moment donné, là, ça se passe. Tu sors. C'est arrivé à plusieurs reprises, là. Mais il y a eu 3 occasions où j'ai eu la chienne de ma vie, épouvantable. Et c'est prendre connaissance de quelque chose quand tu es sorti de ton corps que tu es capable de handler, comme on dit. Tu es capable de gérer ça, là. Tu sais, ce qui se passe, que tu vois, les créatures, que tu vois les êtres qui sont là, ça va. Tu es capable de gérer, là. T'es même presque pas étonné, là, de ça, là. Mais il vient un moment où, dans la réintégration corporelle, juste avant, le corps, le cerveau, l'ego, si on peut dire, prend connaissance de ça. Lui, il capote. Lui, il n'aime pas ça. Ton animal, si tu veux. Tu sais, ta portion animale. Ce qui fait le esprit d'abord, humain ensuite, qui est ma devise, bien, quand l'humain réalise ce que l'esprit est en train de voir, il capote. Parce que, je veux dire, on est des... Faut pas l'oublier, on est des animaux, là.
Ça donne une impression de tomber de ses souliers. Ah, pire que ça. Ah non, pire que ça. C'est pire que ça. C'est affreux. La peur animale, c'est la pire que bas. Tu sais, un animal, un chien, un chat, à un moment donné, il a peur. Là, tu sais, il voit quelque chose, puis là, il grogne, puis les griffes, ils sortent, puis les chats font ça des fois, puis même les chiens, les dents leur sortent parce qu'ils ont une peur bleue de ce qu'il y a devant, puis ils tremblent, puis ils shake. Et ça, nous, là, les humains, là, on l'a aussi, cette capacité-là d'avoir peur. On l'a. Et c'est pas souvent qu'on va la vivre, mais on l'a. Mais moi, je l'ai vécu, cette peur-là, parce que mon humain est incapable de dealer avec ce que je vivais là. Incapable. J'ai eu la chienne, une peur bleue, épouvantable, sur laquelle je n'avais aucun maudit contrôle. Que je te comprends donc. Bon. Alors, tu as vécu ça. Ben, c'est ça. Alors, j'en ai eu comme ça. Tu sais, des visions apocalyptiques épouvantables, suivies de la présence dans la maison d'au moins 20 petites affaires. Des petits pas. Tu sais, t'es tout seul dans la maison. Tu sais, ma femme était partie avec les 2 enfants. J'étais tout seul. Elle était partie pour le week-end. Là. Fait qu'elle n'était pas revenue une demi-heure après. Là. Puis, il y a du monde dans la maison. Puis, pas à peu près. Et là, tu te garoches à la porte pour pas qu'il rentre. Puis ça en est ridicule. Là. Avoir été filmé, là, bon. La chienne, puis t'as rien à faire. T'es comme tu sautes sur place, là, puis c'est une panique totale. Puis à un moment donné, c'est comme s'il y a une fusion des deux qui se produit, là. Tu sais, esprit, corps, cerveau, animal, tout ça se replace. Et là, tu es capable de dealer avec. Puis là, tu dis, oh, les shit, je l'ai senti passer, celle-là. Tu sais, là, tu te fais, oh. C'est le cas de le dire, oh, les shit, parce que tu as envie de faire dans tes culottes. Non, mais là, c'est fini, là. Mais tu sais, tu dis, yo, je l'ai senti passer. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est l'après, là. Où là, tu rationalises, puis tu essaies de comprendre ce qui s'est passé, puis tu analyses, puis tout ça. Mais, bon, et là, tu réalises qu'est-ce qui vient d'arriver, tu sais. Puis là, tu fais la part des choses. Tu sais, qu'est-ce qui est un rêve dans ça, puis qu'est-ce qui n'en est pas. Puis, ainsi de suite, tu es capable de faire la différence là, direct. Tu peux pas l'expliquer, ça sert à rien. Personne ne va te croire. Si tu le sens pas au fond de toi, tu peux pas le comprendre. Personne ça s'explique pas. Ça, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est quelque chose qui se vit. C'est la seule façon de comprendre l'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est ça. Alors, c'est pour ça que je l'écris, moi. Parce que la personne n'a pas besoin de vivre ce que j'ai vécu. Elle a vécu son bout. Puis là, elle se dit, oh, lui aussi. Oh, elle aussi. Oh, elle aussi. Wow, je suis pas tout seul. Tu viens porter des mots sur des phénomènes, des fois qu'on vit, Mais je fais plus que porter des mots. Je porte des noms. Pas des noms propres, mais des noms. Carole a vécu, puis là, je raconte l'histoire de Carole dans mon livre, au complet. La personne lit ça, puis elle dit, shit, c'est moi. C'est mon affaire. J'ai vécu ça, moi aussi. Et là, le bonheur. C'est vrai, hein? Le bonheur. Mais ces gens-là ont. Il faut que je te lise un message d'Isabelle que j'ai reçu en privé. Puis c'est vrai ce qu'elle dit, là. L'effet que Jean me fait, c'est comme s'il me berçait. Flashback de mon enfance sur le point de m'endormir en écoutant la voix de ma mère contre sa poitrine, son rythme cardiaque. Wow! Bon. C'est exactement l'effet que tu fais. Ben, c'est bon, comme une mère. Une vraie mère, qu'on sent là, le contact. Mais c'est parce que parce que faut jamais perdre de vue que mes expériences, les expériences que tu as vécues, que les autres ont vécues, ça crée dans une autre dimension, un autre univers, si on peut dire, là, il y a un lien, j'ai presque envie de dire familial. Comprends-tu? Ça crée c'est presque une famille, ça. Ceux que j'appelle des expérienceurs. Les expérienceurs, ça vient de John Mack, ça. Oui. Experiencers. Les expérienceurs, féminins comme masculins, sont des gens qui ont vécu quelque chose. Je suis tanné d'appeler ça des témoins. Non, c'est vrai que c'est beau. Et ces gens-là,
se sentent tellement seuls chez les indifférents puis les sceptiques, ils se sentent tellement seuls, tellement isolés, tellement méprisés aussi, ridiculisés, qu'ils ont besoin de savoir s'ils sont seuls. Et quand ils découvrent que non, la beauté de la chose, ils n'ont pas besoin de les rencontrer. On va devoir retourner à la pause. Parce que, oui, il reste une dernière pause. Puis en plus, on avait j'ai un appel à faire en France, imagine-toi donc. Mais garde, restez là. On va revenir tout de suite après. De retour en studio avec Jean Cazot et Steve à la co-animation. Là, on a un problème parce qu'on a le fichier audio de Jean Lavergne qu'on doit passer, mais le temps passe tellement vite. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le passer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remet à la semaine prochaine ou on le met là? Non, mais je peux te dire bon, bye-bye, moi, là. Grave, là. Parce que si on le met, il faut aussi que je parle avec Gilles Thomas qui attend mon appel. C'est correct, moi, je reviendrai. On a dit que je reviendrai une fois par mois. Je reviendrai dans 2-3 semaines, je sais pas, là, t'arranges. Pas de trouble. Bon, OK. On peut le faire d'abord? On peut le passer? Ben allez-y. Bon, en attendant, merci, Jean, d'avoir été là. Ça a été un plaisir. Et merci d'avoir accepté l'invitation de venir plus régulièrement. Je suis bien contente. Oui. Ça va me faire moins de stuff à trouver. ça va te déstresser. Alors, pas de problème. C'est moi qui te remercie. Puis là, m'en va chez nous. Bon. Merci. Salut. Merci beaucoup. Puis on se revoit dans à peu près 3 semaines. Ça marche. Environ. Tu m'écriras ça. Là. OK, parfait. Salut. Merci, bye-bye. Donc, on va vous faire passer l'extrait de Jean Lavergne. Ensuite, on va parler avec Gilles Thomas. Merci. Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois cette semaine dans la chronique L'OVNI Show sur Zone Parallèle. Mon nom est Jean Lavergne et ça me fait plaisir encore une fois cette semaine de venir vous parler d'OVNI dans l'émission de Carole Lauzé. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un documentaire sur les ovnis que j'ai écouté cette semaine sur le canal TCM, Turner Classic Movie. Ça, TCM, c'est un canal qui diffuse exclusivement des films. Je pense que c'est entre les années 1930 et 1990. Moi, je suis un fan de films, donc ce canal-là, je l'adore. Souvent, il présente aussi des documentaires des années 50-60, comme le fameux Duck and Cover. Je sais pas si vous savez c'est quoi. Ça, c'est un documentaire qui a été réalisé justement dans ça, les années 50-60, pour préparer la population à une attaque nucléaire. Donc, ça dure à peu près 3/4 d'heure, cette affaire-là. Puis, à un moment donné, il explique aux gens que quand vous voyez le flash, couchez-vous et couvrez-vous. Tu sais, dans le fond, c'est ça le titre, là, Duck and Cover. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment des films de propagande, ça, des années 50-60, pour préparer le monde s'il y avait une attaque nucléaire aux États-Unis. Mais cette semaine, par contre, ce canal-là, TCM, ont passé un documentaire sur les ovnis. Puis, aussi étrange que ça puisse paraître, j'en ai vu un autre documentaire, ces ovnis, mais celui-là, je ne l'avais jamais vu. Puis qu'est-ce qui est aussi intéressant de ce documentaire-là, c'est qu'il a été fait en 1956. Puis ça dure à peu près 1h03, donc il y a quand même pas mal de matériel là-dedans. Ça s'appelle UFO, Unidentified Flying Object, The True Story of Flying Saucer. Puis ça a été réalisé, comme je disais, en 1956 par une équipe de producteurs incluant Clarence Green. Je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai été extrêmement surpris de constater le degré de franchise, entre guillemets, du document, si on peut dire en fonction de la sortie du film qui était le 9 mai 56. On y parle librement d'OVNI et le principal personnage du film, super sceptique au début, qui se transforme en adepte au cours du film parce que il est exposé à plusieurs facteurs qui font en sorte qu'à un moment donné, il va dire, ben wow, de que c'est.
c'est surprenant que ça soit free de même, en guillemets, parce que c'est réalisé aux États-Unis dans le temps où il y avait la grosse controverse du projet Blue Book et compagnie. T'sais. Il y a beaucoup de personnages dans ce film-là qui sont interprétés par la vraie personne, style le général X, c'est lui pour le vrai, le caporal X, c'est lui pour le vrai. Puis il y a une couple de témoins là-dedans, dont c'est des vraies entrevues qui ont été réalisées aussi. T'sais. Mais le personnage principal, lui, est joué par un acteur, par exemple. Puis regarde, comment je vous dirais le nom de l'acteur, ça vous dirait rien parce que maniaque de film comme je suis, c'est la première par dernière fois que je l'ai vu dans ma vie, ce gars-là, tu sais. Mais dans le fond, je vais vous le dire pareil, il s'appelle Tom Towers. Il fait le personnage de l'officier d'information publique de l'US Air Force à l'époque concernant les relations publiques avec la presse puis les gens pour les ovnis. C'est Albert M. Chop qui est interprété comme un acteur, comme je disais tantôt. Tu sais, je veux pas faire une critique de film aujourd'hui, je veux pas faire une chronique sur un film en tant que tel, mais c'est parce que qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant de ce documentaire-là, c'est qu'il y a plein d'affaires là-dedans que on a su vraiment des années plus tard, puis il y a des conclusions qu'on n'avait jamais su même peut-être, puis tu sais, je veux dire, c'est parce que c'est drôlement traité. Mais faut que je fasse un peu de contexte. Par exemple, le tout débute quand le producteur hollywoodien Clarence Green voit un objet inhabituel dans le ciel en 1952. Il rapporte son observation et contacte l'officier d'information publique de l'Air Force, Albert M. Chop, celui que je parlais tantôt. Lorsque Chop mentionne à Green que des séquences filmées d'OVNI existent, Green décide de tourner un documentaire sur le phénomène OVNI et obtient des images pour analyse et pour afficher dans son film. Donc, il y a eu quand même une réponse intelligente de l'US Air Force en 1952, une réponse intelligente pour être capable d'avoir de l'info, puis d'être capable d'avoir des séquences filmées pour faire un film. Tu sais, je veux dire, regarde, on a toujours dit que c'est à farmer, c'est à secret, tout le kit, mais on dirait que ce gars-là, Albert Chop, lui, était comme pas le plus ouvert. Je sais pas quelle directive qu'il pouvait avoir eu d'en haut, mais je veux dire, la Champlure a quand même pas mal ouvert fort envers le public en général, tu sais. Même si, dans le fond, ce sont des informations qui datent un peu, on en apprend quand même plusieurs choses intéressantes dans le documentaire au sujet de la façon dont le sujet a été perçu à l'époque. Tu sais, je viens de vous dire que ce gars-là, Albert M. Chop, là, il était comme un peu, tu sais, je veux dire, les valves étaient ouvertes assez fort, mais il faut que je commence par vous dire c'est qui un peu ce gars-là, tu sais. Chop, lui, a été affecté en tant qu'officier d'information publique à la base aérienne de Wright-Patterson à Dayton, Ohio, à la fin des années 40. Puis en 1952, Chop, il a déménagé à Washington, puis c'est lui qui était le porte-parole pour la presse du projet Blue Book. Donc, la majorité des infos qui ont filtré dans la presse dans ces années-là, ça venait de lui, tu sais. Puis tu sais, là, je peux pas vous dire si ça a été romancé ou non. Tu sais, ce genre de documentaire-là, dans les années 50, 60, c'est toujours un petit peu, même beaucoup commandité par les forces armées dans l'arrière de tout ça, le gouvernement puis tout ça. Mais tu sais, si on se fie au principe que c'est de lui que ça vient, là... Chop, c'est que on voit au long du film que quand il commence sa carrière, là, qui s'occupe vraiment là d'être représentant de la presse pour qu'est-ce qui est des ovnis auprès du public puis de la presse au sein du gouvernement américain, on voit que lui il crée pas ça, là, mais pas en tout. Tu sais, je veux dire, là, regarde, c'est des niaiseries ces affaires-là, mais au fil de sa carrière, puis surtout quand il va commencer à s'occuper du projet Blue Book un peu plus, il va s'apercevoir qu'à un moment donné, il y a pas toutes qui sont capables d'expliquer, puis même des fois par des explications un peu boiteuses, tu sais. Mais qu'est-ce qui l'a vraiment allumé, lui? C'est que dans le temps du carrousel de Washington, mettons, faire une histoire courte, il y a des 14 points. Ils ont répertorié 14 points sur le radar qui sont apparus au-dessus du Capitole à Washington. Là, tout le monde se demande ce que c'est. Puis là, Chop, lui, en étant le représentant pour la presse, il a été appelé, puis il s'est rendu dans la tour où il y avait les radars, où il voyait les 14 points. Puis là, ça a duré une couple d'heures, tout ça ensemble, là, ce qui a fait que lui, il a assisté à l'arrivée des boules, presque. Après ça, il a assisté à l'arrivée des avions, aussitôt que les avions sont arrivés, les objets, ils sont pas partis, ils ont disparu. Les avions s'en vont, les objets réapparaissent, ils font quand même un paquet de simagrées, puis là, après ça, ils s'en vont, ils les voient partir sur le radar. Ça a été un des plus gros coups que ça a donné à Chop pour qu'il décide de changer d'idée puis de refaire, revoir sa perception du phénomène OVNI, parce que tous ces événements-là, dont le carrousel de Washington, où qui a été témoin vraiment en temps réel de ce qui s'est passé, ça l'a fait réfléchir puis se demander c'est quoi. Puis c'est parce que, tu sais,
il y a plein d'enquêtes qui ont eu lieu en arrière, puis il y en a encore aujourd'hui, c'est évident, là, mais je veux dire, il y a plein d'enquêtes qui ont eu lieu en arrière de tout ça, ces observations-là, comme à un moment donné, dans le film aussi, ils vont parler de l'accident qu'il y a eu de Mantell avec son F-51 qui poursuit un ovni, puis à un moment donné, il le retrouve mort à quelque part parce que son avion s'est écrasé. Il parle de 2-3 autres cas dans le même genre aussi, tu sais, les fameuses lumières de Lubbock, il parle de ça un peu là-dedans, là, mais... Puis on voit dans le film les explications officielles, tu sais. Mettons comme les lumières de Lubbock, finalement, ce qu'on a su, c'est que c'était une volée d'oiseaux où ce que la lumière reflète dessus. Mais dans le film, ils disent que c'est pas ça. Ils ont fait ce qu'on fait aujourd'hui, dans le fond. Ils ont éliminé tout ce que ça pouvait être, puis ils n'ont pas de réponse, tu sais. C'est impressionnant de voir ça sortir au grand jour dans un documentaire fait en 1956, tu sais. Mais tout ça pour dire que lui, finalement, parce que le film, le documentaire, c'est un peu son histoire à lui au niveau de sa croyance extraterrestre, si on peut dire ça comme ça, là. Ça finit que lui, il y croit. Puis qu'est-ce qui m'a un peu allumé, si on peut dire, c'est les conclusions du film. Il y a un texte qui déroule à la fin du film qui nous est présenté... par un narrateur en même temps. Puis là, je cite, c'est ma propre traduction de l'anglais. « Le film que vous venez de voir est authentique. Il est basé sur des documents, des témoignages recueillis avec affidavit et des rapports officiels du gouvernement. Les preuves vous ont été présentées avec intégrité et objectivité pour établir les faits que les objets volants non identifiés, connus sous le nom de soucoupes volantes, existent. Certains objets volants ont été photographiés dans le ciel. S'ils ne peuvent pas être identifiés comme des objets de création humaine, alors que sont-ils? Donc, si l'homme ne les a pas créés, qui l'a fait? S'ils ne sont pas de cette planète, d'où viennent-ils? C'est la conclusion du documentaire. C'est spécial, pareil, qu'on entende ça dans un documentaire dans ces années-là. J'en ai vu bien des documentaires, puis j'en ai vu plein d'affaires, mais des documentaires, entre guillemets, produits avec l'aide du gouvernement dans les années 50 qui disent ça pour finir, c'est assez rare, ça. On a plutôt été habitués à se faire dire des niaiseries, style le ballon sonde de Roswell, puis les inversions de température pour le carrousel de Washington, puis, tu sais, je veux dire, encore et encore. C'est spécial, pareil qu'un documentaire produit dans les années où ces faits-là se sont produits, si on peut dire ça comme ça, qui a des conclusions du genre. Là, il y en a qui vont dire, donc ben crédule, lui, de croire ces affaires-là, surtout quand c'est un film commandité par le gouvernement. Tu sais, je sais pas s'il est commandité par le gouvernement, le film, mais tu sais, ben c'est pas la question de croire ou pas croire. Ce que je veux dire, mon point, c'est, je trouve ça spécial qu'un documentaire sur les ovnis totalement inconnu, que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Là. Il y en a qui le connaissent, là, lever la main, mais moi, personnellement, je ne le connaissais pas, qui a été produit dans les années où les faits se sont produits, ou presque, tu sais, par du monde qu'on connaît plus ou moins, puis en plus de ça, ben, les vrais personnages ont décidé de s'impliquer dans la réalisation du film. C'est sûr qu'on peut prendre ça comme un film de propagande qui a été réalisé par le gouvernement dans ces années-là pour montrer à la population en général que le gouvernement prend le phénomène ovni au sérieux. Ça peut être une option aussi. Mais au départ, juste le fait que des informations puis des clips de films aient été livrés à un réalisateur de film pour faire un documentaire sur les ovnis, il y a probablement bien eu du brasse camarade puis des discussions assez fortes en haut avant que ça se décide. Par contre, l'histoire ne dit pas comment de temps que ça a pris entre le moment où ce que Clarence Green a demandé à avoir les films, puis le moment où il les a eus, ça, je ne sais pas si ça a pris 2 semaines ou 4 ans, mais regarde, lui, son observation, il l'a faite en 1952. Il l'a rapporté en 1952, puis le film a sorti le 9 mai 1956. Ça veut dire que il y a quand même un bon débat entre les deux, il y a quand même un bon décalage entre les deux, comme 4 ans, si on peut. Mais dans le fond, on ne le sait pas vraiment. Dans le documentaire, il parle aussi un peu de la création, mais il n'en parle pas vraiment beaucoup. Par exemple, là, ça passe zip, là, de la création du projet SIGN, le premier vraiment projet gouvernemental pour la recherche ufologique, qui a été suivi par la suite du projet Grunge et du projet Blue Book. On parle pas vraiment du projet Blue Book dans le film. Par contre, la seule chose qu'on dit, c'est que lui, Albert Chop, il était là pour la création du projet SIGN, puis à la fin du film, on sait que c'était lui le porte-parole au niveau des médias et du public pour le projet Blue Book. Mais tout ça pour dire que j'ai été extrêmement surpris de voir ce film-là parce que, premièrement, j'avais aucune espèce d'idée que ça pouvait exister. Puis, la version qu'on a, les images qu'on a,
c'est vraiment là à froid, là, pareil comme si c'est bien correct qu'on en parle, puis regarde, ça existe, puis tu sais, tout ça. Les conclusions sont surprenantes aussi parce que c'est une admission totale que les extraterrestres, ou appelez-les comme vous voulez, les ovnis, ça existe, puis que les Américains ne savent pas ce que c'est. C'est intéressant quand même. Puis c'est un peu à cause de ça que j'ai décidé de vous parler de ce documentaire-là aujourd'hui. Si on veut rester dans le sujet du documentaire, même si on lâche le film un peu, on parle du projet Sign, du projet Grunge, puis du projet Blue Book là-dedans. C'est intéressant peut-être qu'on se penche un peu sur ces 3 programmes-là, même si le Blue Book est le plus connu, parce que ça a été le plus long, si on peut dire, à cette époque-là. On peut regarder d'où ça vient, puis comment ça a commencé, ça, le projet Sign. Donc, le projet Sign a été la première étude scientifique officielle de l'US Air Force sur les ovnis. Le projet a été créé en décembre 1947 et dissous le 16 décembre 1948, remplacé par le projet Grunge. Si on regarde les dates, créées en décembre 1947, c'est pas mal suite à l'incident de Roswell, ça. Le projet Sign fut créé sous l'impulsion du général Nathan F. Twining à la suite d'une vague d'ovnis en 1947 aux États-Unis. Les 2 cas les plus célèbres sont l'observation de Kenneth Arnold en juin et l'incident de Roswell en juillet. Le projet avait été précédé en 1946 par une enquête du général J.H. Doolittle durant l'affaire des fusées fantômes et par une étude du général Schlugen durant l'été 1947 qui envisageait la possibilité d'engins militaires soviétiques. Tout le monde le sait qu'à l'époque, même aujourd'hui, où c'est qu'il y a de quoi de bizarre dans le ciel, ça devrait être soviétique. Tu sais, garde, on continue. Le projet Sign débuta le 22 janvier 1948 sur la base aérienne de Wright-Patterson dans l'Ohio. Il était placé sous le commandement du capitaine Robert Ed Snyder. Bien que le projet ait été classifié d'accès restreint, son existence était connue du grand public, souvent sous le nom Projet Soucoupe de Saucer Project. La première entreprise du projet Sign fut l'étude de l'incident de Mantell. Je n'ai parlé un petit peu au début tantôt parce qu'il en parle dans le documentaire. Le 7 janvier 1948, où le pilote de l'Air Force Thomas Mantell avait repéré un ovni dans le ciel du Kentucky et s'était lancé à sa poursuite. On retrouverait les débris de son avion éparpillés sur des kilomètres indiquant qu'il avait été détruit à haute altitude. Les enquêteurs de Sign arrivent à la conclusion que Mantell avait confondu la planète Vénus, visible l'après-midi, et qu'il avait été victime d'un manque d'oxygène. L'explication, par contre, de l'explosion de son avion en plein vol, ça n'a jamais vraiment été expliqué à fond, mais les rumeurs qui ont sorti, puis c'est pas nécessairement des rumeurs qui ont été propagées par les dirigeants du projet Sign, c'est que les rumeurs disent qu'il aurait probablement heurté un ballon sonde, un gros ballon météo, et que son avion aurait explosé en 1000 morceaux et se serait répandu sur des kilomètres au sol parce qu'il était à très haute altitude. Mais tu sais, regarde, ça, c'est des explications qui courent encore aujourd'hui. Il y a bien des chances que qu'est-ce qui est arrivé à Thomas Mantell, finalement, qu'on le sache jamais. Mais juste pour être clair, c'est oui, on parlait de Vénus, là, qui courait après Vénus, là, mais je veux dire, l'explication de son explosion, de l'explosion de son avion, ça, on n'a jamais vraiment eu de vraie réponse là-dessus. Si on continue notre exploration des projets américains dans ces années-là, comme dans le film, on parle du projet Grudge. Le projet Grudge est un programme de l'US Air Force chargé d'étudier les phénomènes ovnis entre 1949 et 1952. Le projet Grudge fut la seconde étude officielle de l'US Air Force chargée d'étudier le phénomène ovni. Le projet dirigé par le général Charles Cabell fut controversé en raison d'un certain nombre de démystifications. Il y en a même qui ont pensé que ces démystifications-là, c'était plus de la désinformation de la part de l'US Air Force en rapport aux conclusions du projet Sign, justement. Comme Sign, Grudge avait établi que la majorité des cas d'ovni étaient dus à des méprises, mais là où les enquêteurs du projet Sign admirent l'existence de ces cas mystérieux, les enquêteurs du projet Grudge, eux autres, affirment que tous les cas non identifiés étaient probablement causés par des phénomènes connus ou des fabulations. Le projet Grudge fut mis en sommeil puis réactivé le 12 septembre 1951 et le capitaine Edward G. Ruppelt en a pris la direction, ce qui a fait que lui a voulu redonner ses lettres de noblesse à ces recherches-là, si on peut dire, en transférant ça dans le projet Blue Book. Puis là, il a essayé de donner une rigueur scientifique plus intéressante et plus objective au projet sous la tutelle de projet Blue Book. Mais on le sait tous que le projet Blue Book, ça a suivi comme pas mal la même direction que le projet Grudge parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que il
il y avait tellement de choses qu'ils pouvaient pas expliquer qu'ils pouvaient pas révéler ça. Fait qu'ils ont commencé à inventer des explications assez weird. Souvent, quand tu regardes l'explication qu'ils ont donnée, c'est plus extraordinaire que ce que le témoin avait vu, là, tu sais. Donc, en tout cas, mais ça nous amène justement au projet Blue Book. Puis ça, le projet Blue Book, on en parlera peut-être à un moment donné plus tard, mais on se rappellera que J. Allen Hynek avait travaillé avec ce projet-là pour être capable d'établir comme une base de crédibilité, si tu veux, à cette recherche pseudo-scientifique-là sur l'existence des ovnis. Mais il a été énormément déçu des choses qu'il a été obligé d'admettre que c'était pas nécessairement des choses qui pouvaient pas être expliquées en expliquant ça avec tu sais, la lumière de la Lune qui se reflète sur les gaz des marais, puis c'est ça que tu as vu au-dessus de la grange, là. Des espèces d'explications comme ça, il a été obligé d'en fournir pas mal. Quand il a eu fini son contrat avec l'armée américaine pour le projet Blue Book, J. Allen Hynek est devenu un des plus grands détracteurs du phénomène OVNI. Puis, tu sais, je veux dire des niaiseries, il y en avait comme assez. Là, qui a commencé à étudier ça à son goût, si on peut dire. Tu sais, puis là, ben, il y a eu la classification de Hynek, justement, rencontre du premier type, deuxième type, troisième type. Puis, il a fait beaucoup de recherches sur le phénomène OVNI. Mais qu'est-ce qui est intéressant de regarder, surtout en rapport avec le documentaire que j'ai parlé au début, c'est que il y a une grande ouverture au niveau du documentaire, mais plus qu'on s'en vient dans les années plus récentes, tu sais, comme là, le documentaire, ça a commencé avec l'observation d'un gars qui a contacté le gouvernement en 1952. Finalement, il a été capable d'avoir beaucoup d'infos, il a été capable de rencontrer des témoins, il a été capable d'avoir des clips vidéo qui ont été filmés. Comme je disais tantôt, là, les valves étaient comme pas mal ouvertes pour la divulgation d'informations envers ce gars-là pour faire ce documentaire-là. Puis on voit en s'en venant de plus en plus vers le projet Blue Book et puis la fin du projet Blue Book que là, il n'y a plus de l'air d'en avoir ben d'ouverture là, pour la déclassification de vrais documents. Même que il y a beaucoup de gens, comme je disais tantôt, qui trouvent que c'est plus de la désinformation qu'autre chose. T'sais. Mais ça nous emmène encore aujourd'hui, parce que là, après que le Blue Book a fini, en principe, les Américains ils ont conclu que ça n'avait pas d'importance, qu'il n'y avait pas de danger pour la population, puis qu'on s'en occupait plus. Mais ça nous emmène, regarde, en 2007, les programmes américains, il y en a un qui a fini il n'y a pas longtemps, mais pour quelqu'un qui s'en occupe plus, s'en occupe encore pas mal. Puis là, c'est comme s'il y avait un autre programme qui serait sur le point de commencer pour s'occuper des ovnis. Fait que donc, tu sais, je veux dire, c'est le paquet de nœuds habituel. Je vais finir ma chronique là-dessus cette semaine en espérant que vous avez apprécié. Puis je vais mettre peut-être... j'ai pas été capable de le trouver sur YouTube ou quelque chose de même, le documentaire en question, mais j'ai trouvé sur IMDb, par contre, Internet Movie Database, les informations sur le document en question. Mais c'est un documentaire que j'avais jamais vu, qui sort un peu des nues, parce que j'avais aucune idée qu'il pouvait exister un reportage ou un documentaire de ce genre-là sur les ovnis, avec l'ouverture d'esprit que ça peut avoir, qui aurait été produit en 1956. Donc, si vous voulez me contacter, vous pouvez toujours me rejoindre en passant par l'émission Zone Parallèle, l'émission de Carole Lauzé. Vous pouvez m'écrire directement pour me poser vos questions ou me donner vos commentaires au www.digifilm.ca et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions et de lire vos commentaires. Donc, sur ce, merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié la chronique d'aujourd'hui et on se revoit dans 2 semaines. Bye bye. De retour en studio, puis là, je pense que on défonce notre temps. C'est presque à notre habitude. C'est notre marque de commerce. Ouais. Là, on a Gilles Thomas en ligne. Bonjour, Gilles. Bonjour, Carole. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et toi? Bonjour, Steve. Salut, Gilles. Ta première émission commence, en principe, dans 3 minutes. Mais juste vite fait, en topo, de quoi ça parle en gros? Le genre d'émission que tu offres, ça ressemble à quoi? Ah ben déjà, elle est co-animée avec Jenny, qui n'est pas là, dommage. Oui, qui est du Québec. Oui, ma fille. Oui, tout à fait. Alors en fait, c'est une émission qui va parler essentiellement du terrain, mais de l'ufologie de terrain en France. OK. Même si là, dans la première émission, effectivement, ça va déborder à l'Europe. Ça va parler de la Roumanie, de l'Angleterre, d'Italie, bien d'endroits. Aussi de la mer Méditerranée et des océans avec Sylvain Matisse. Okay. Mais en fait, c'est ça, en fait, que le but, c'est d'interviewer des ufologues, des veilleurs, des archivistes, des contre-enquêteurs de n'importe quelle tendance. D'accord. Et t'amènes quand même des sujets qui sont beaucoup moins parlés. Pour te connaître depuis longtemps, là, suivre un peu le travail que tu fais, là, tu parles du sujet de l'ufologie, mais sur des aspects qu'on connaît moins.
Exact. Oui, ben c'est aussi ça. Et puis de toute façon, on est déjà en train de préparer avec Jenny l'émission du mois de novembre aussi, qui traitera aussi de l'ufologie de terrain. Oui, c'est vrai. Oui, aussi. Mais là, c'est là que ton émission commence dans presque 1 minute. Donc, sur ce, merci beaucoup, Gilles. Merci déjà de m'avoir proposé de faire des émissions sur Zone Insolite. C'est vraiment un réel plaisir. Ah, ça nous fait plaisir. Le plaisir est pour nous et les auditeurs. Oui, parce que dans le fond,